Donc bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents ce soir au musée social CEDIAS pour cette soirée débat organisée par l'association des lecteurs d'alternatives économiques autour du livre de Jérôme Sadier, Pour une économie de la réconciliation, faire de l'ESS la norme de l'économie de demain. Je suis Jeanne Beau, donc j'aurai le plaisir d'animer ce débat au titre de l'association des lecteurs d'alternatives économiques. Alors, Jérôme, on ne te présente plus. Président de SS France, président du groupe Crédit Coopératif, président de l'Avise. Le livre que tu publies aux éditions Les Petits Matins dans la collection Les Mondes en Transition, dirigée par Camille Dorival, est un véritable manifeste en faveur des valeurs de l'économie sociale et solidaire, mais aussi des personnes engagées sur les territoires qui les font vivre, souvent sans visibilité. Inspiré par la République de l'ESS que tu as initiée avec SS France il y a maintenant 2 ans, tu en appelles à une transformation de l'économie au service de l'émancipation individuelle et collective et de la conquête de nouveaux droits. Tu proposes de faire de l'ESS un moteur de la réconciliation de la société avec elle-même et un pilier de la refondation d'une voie de progrès collectif, qui soit social, économique, démocratique, citoyen ou écologique. Alors pour en parler avec toi, avec nous ce soir, je remercie sincèrement nos invités d'être parmi nous. Donc Olivia Grégoire, porte-parole du gouvernement et jusqu'à la semaine dernière, secrétaire d'État chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable, qu'on remercie d'avoir maintenu sa présence parmi nous malgré ces changements de mission. Anne Mollet, directrice générale de la communauté des entreprises à mission. Fabien Bazin, président du département de la Nièvre. Et Benoît Hamon, directeur général de Singa Global, ministre délégué chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation entre 2012 et 2014. Alors je le disais, Jérôme, ton livre propose une vision pour réarmer les acteurs de l'ESS, leur faire prendre conscience peut-être du pouvoir qu'ils avaient oublié, leur engagement individuel et collectif, leur redonner confiance dans la capacité novatrice des nouvelles formes de société qu'ils et elles font vivre chaque jour, de la puissance du modèle et des germes de transformation radicale de l'économie que l'économie sociale et solidaire porte en elle. À l'heure où l'impuissance politique mène à la désillusion, tu l'écris et tu le nommes dans ton livre, mène à la lassitude démocratique, tu poses que l'ESS peut réenchanter la démocratie par son mode de gouvernance inspirant, en mobilisant sa puissance créatrice au service d'une politique de réconciliation, c'est vraiment le mot-clé de ce livre qui figure dans le titre, et du contrat social. Alors peut-être pourrait-on commencer par là, si tu en es d'accord, donc sur cette ambition plus grande que nous-mêmes, comme tu l'as défini, qui est au cœur du livre, c'est-à-dire sur le projet politique, porteur de progrès, que l'économie sociale et solidaire peut inspirer. On constate qu'il n'y a plus de portefeuille dédié à l'ESS au sein du gouvernement. Est-ce selon toi un mauvais signal, comme certains ont pu l'exprimer, ou peut-être, si on est optimiste, est-ce qu'on peut aussi l'interpréter en imaginant que l'OSS aurait infusé le ministère de l'économie, et voire même l'ensemble des politiques publiques? Est-ce que c'est vers ça qu'il faut tendre avec ces premiers éléments? Donc ma question pour te permettre de nous présenter le propos général de ton ouvrage sera celle-ci. Pour toi, l'ESS est-elle une fin ou est-elle un moyen ? Bien. Donc vous avez 4 heures. Surtout restez là. Merci beaucoup Jeanne pour cette introduction. C'est pas du tout ce qu'on avait dit par ailleurs, donc c'est super. Merci au CEDIAS d'abord de nous accueillir et à sa présidente Dominique Demangel qui est ici présente. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le lieu, j'en parle sans doute moins bien que sa présidente, mais c'est un lieu historique de notre République. C'est là qu'ont été forgées beaucoup des lois sociales de notre pays, sous la Troisième République évidemment principalement. C'est un centre de documentation, d'archives et aujourd'hui, on l'espère encore, d'animation du débat d'idées. C'est la raison pour laquelle le labo de l'ESS, et je remercie ceux qui sont présents dans l'équipe, y a élu domicile. Et puis j'espère qu'on arrivera avec Dominique à créer encore d'autres synergies pour que ce lieu vive autour aussi de l'économie sociale, dont d'ailleurs je dis au passage qu'il y a un siècle, elle recoupait d'autres réalités que celles dont on va parler peut-être aujourd'hui, parce que l'économie sociale, il y a un siècle, c'était celle des politiques sociales, à vrai dire. C'est qui consistait à humaniser l'économie et à faire en sorte que notre République fonctionne différemment. Et c'est comme ça que, je prends un témoin, Timothée Duverger, avec lequel nous débattions pas plus tard qu'il y a une semaine, Charles Gide, il y a plus d'un siècle, parlait de l'économie sociale de cette façon-là, entre autres.
Merci aussi évidemment aux éditions Les Petits Matins, à l'équipe de SS France, mais je m'embarque dans un truc où je vais forcément oublier des gens. Donc merci à vous tous d'être là par ailleurs. Merci à nos invités. Alors j'ai eu le droit de choisir mes invités, ce qui est quand même plutôt confortable, et tous sont là pour une très bonne raison. Anne Mollet, qui est la figure de proue de la communauté des entreprises à mission récente, mais qui résulte donc notamment de la loi Pacte, mais ça peut-être qu'Olivia Grégoire en reparlera tout à l'heure. Je souhaitais avoir sa vision en fait de ce qui n'est pas forcément l'ESS, même s'il y a dans les entreprises à mission des entreprises de l'ESS, j'en connais une parce que j'en préside une par ailleurs. Donc je vois bien à peu près, mais son regard sur ce que je dis dans le livre sur le monde de l'entreprise et la façon dont il doit évoluer me semble important. À mon extrême droite, pardon Fabien de le dire comme ça, mais tu as l'extrême gauche pour les autres, donc c'est pas pas grave. Fabien est président je vais faire ça autrement. Fabien est président du département de la Nièvre, dans lequel j'ai maintenant quelques attaches personnelles et où je me plais beaucoup, où il y a plein de choses intéressantes par ailleurs à faire, et je trouve que Fabien incarne je ne sais pas si c'est une génération, en tout cas ces présidents de département qui portent leur territoire avec un souci d'innovation très très fort et qui peut s'appuyer notamment sur l'économie sociale et solidaire. À ma gauche. Toujours, tu es toujours plus à gauche que moi, ça c'est sûr. C'est pas faux. Benoît Hamon, que je ne présenterai pas forcément, mais qui m'a donné moi la chance de travailler pour lui une courte période, parce que finalement c'était que 18 mois en ce qui me concerne à Bercy, et qui m'a fait vivre une aventure non seulement humainement palpitante, parce que avoir la chance de servir son pays dans cette position-là, même si on n'est pas ministre, mais même dans une équipe ministérielle, c'est forcément inoubliable, à vrai dire. Puis comme j'ai le sentiment qu'on a fait comme des choses utiles par ailleurs, j'ai eu d'autres expériences, je ne suis pas tout à fait sûr, mais celle-ci, j'en suis sûr qu'elle était utile pour le coup, et d'ailleurs totalement non polémique, à vrai dire, sur les deux grandes lois qui ont été portées par Benoît, sur l'économie sociale et solidaire d'une part, et sur la consommation d'autre part. Ce sont deux lois qui resteront, je pense, qui ont donné plus de droits à nos concitoyens. Puis d'ailleurs, c'était ça le fil rouge d'ailleurs, hein, c'était redonner du pouvoir aux citoyens en matière économique. Et puis Olivia Grégoire, que je remercie d'avoir honoré sa promesse. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, c'est bien quand les petits honorent leurs promesses, mais pour le coup c'est vrai, c'est parfaitement vrai. Et je te remercie parce que j'imagine que ce n'est pas forcément très très simple en ce moment, tes fonctions ministérielles plus la campagne que tu as engagée. Je voulais juste que tu sois là aussi pour témoigner du fait que nous avions essayé peut-être pendant moins de 2 ans, 18 mois, grosso modo. Enfin non, presque 2 ans, un peu de choses près de 2 ans finalement, de faire en sorte que l'ESS soit dans le viseur du gouvernement et qu'on construise des politiques publiques. Alors, il en reste bien évidemment à faire. Voilà, c'est pour répondre à la provocation de Jeanne au passage. Je ne suis pas démesurément inquiet. J'espère bien qu'il y aura un secrétaire ou une secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire dans le prochain gouvernement. Si je veux être œcuménique, je dirais quel qu'il soit, pour le coup, quel que soit le sort des urnes aux élections législatives. J'espère bien qu'évidemment l'ESS ne disparaîtra pas du viseur gouvernemental. Moi, mon sujet à ce stade, c'est que Bruno Le Maire ait bien ça dans son décret d'attribution, puisque ce n'était pas le cas en 2017. Mon combat du moment, c'est celui-ci. Voilà, m'assurer de ça. Après, on verra s'il y a un secrétaire ou une secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire. Alors, je ne vais pas être très très long. Alors, je vais vous faire un aveu, mais je n'ai pas relu mon livre. J'ai relu l'introduction il n'y a pas très très longtemps, à vrai dire, parce qu'elle était plus personnelle, à vrai dire, et que ça me faisait plaisir de la relire. Pour le reste, j'ai un peu survolé, mais il me sort tellement par les yeux, parce que c'est beaucoup de travail quand même. Il y en a d'autres ici qui ont déjà écrit des bouquins, je compatis. Alors, hormis le serial écrivain Timothée Duverger, qui en écrit 2 par mois, pour le reste, c'était une souffrance, à vrai dire. Donc, je vais peut-être recommencer un jour, mais pas tout de suite à mon avis, et se relire après, et là pour le coup un calvaire. Toi aussi Benoît, tu en as écrit quelques-uns maintenant quand même. Donc, Olivia aussi bien sûr, puis toi aussi Fabien, pas encore, pour le coup ça va pas tarder. Mais non, je vous encourage à le faire par ailleurs, parce que c'est vraiment super intéressant, et ça permet de repositionner ces idées. Je ne vais pas vous faire un résumé du bouquin, d'abord parce que j'espère que vous l'avez déjà lu, puis pour ceux qui ne sont pas lus, vous pouvez l'acheter. Et puis comme ça, vous aurez le plaisir de le lire ensuite. Qu'est-ce que j'ai voulu dire ?
D'abord que l'économie sociale et solidaire devait changer de dimension. Alors, le questionnement déjà, parce qu'il y a plusieurs questions dans son questionnement, mais c'est en gros, est-ce que c'est un projet politique, grosso modo? Moi, si vous voulez, ça fait quelques années maintenant que je suis actif dans l'économie sociale et solidaire, différentes positions, différents titres et responsabilités. Moi, ce qui me fatigue un peu, c'est le côté marginal de l'économie sociale et solidaire. Voilà. Le côté, on vit tranquillement dans notre coin, pourvu qu'on ne nous emmerde pas, on fait du local et c'est très bien. Moi, je trouve ça très bien, bien sûr. Mais si on veut vraiment être à la hauteur des enjeux, c'est-à-dire de la promesse de l'ESS elle-même, d'une part, mais aussi des attentes de la société à son égard, il faut qu'on change, non pas d'échelle nécessairement, mais de vision. Et pour ce faire, il m'a semblé qu'il fallait se réapproprier politiquement ce que porte l'ESS. Quand je dis politique, politiquement, c'est pas de façon partisane. Après, les échos sont différents selon les familles politiques, mais néanmoins, l'appréciation politique de ce que peut porter l'ESS, me semble-t-il, est fondamentale pour notre avenir en commun. Pourquoi politiquement? Parce que, me semble-t-il, l'ESS porte, pas toute seule évidemment, mais elle porte une vision critique de la société. Critique, pas au sens une critique négative absolument, c'est juste qu'elle interroge son rapport à le rapport des citoyens à l'économie, le rapport aux questions sociales, maintenant le rapport aux questions environnementales et par-dessus le tout, depuis longtemps, le rapport à la démocratie. Je pense que c'est ça qui est au cœur en fait de l'économie sociale et solidaire. Et parfois, à trop parler de ces activités, à trop souligner le côté performant sur les territoires au niveau strictement local, on oublie la portée politique de tout ça. Et me semble-t-il, il fallait contribuer, très modestement je pense, mais contribuer à réarmer politiquement l'économie sociale et solidaire pour qu'elle porte à nouveau un message. Et ces réponses qui ne sont pas d'ailleurs que de nature entrepreneuriale, parce qu'elles doivent être de nature entrepreneuriale, mais elles doivent interroger un rapport plus global à la société de manière générale. Et puis, c'est pour ça que j'ai choisi le terme, le sous-titre, faire en sorte que l'ESS soit la norme de l'économie de demain. L'ESS ne doit pas se contenter de penser pour elle-même. Elle doit penser plus largement pour l'évolution de la société. Peut-être que ce sera l'ESS qui demain deviendra mainstream, comme elle l'a été, et je le dis dans le livre, peut-être à l'époque médiévale, mais il y a des historiens dans la salle, peut-être qu'ils y feront référence, mais de fait, à l'époque médiévale, la structuration de l'économie était plus communautaire, plus corporative et entourée par des valeurs. Ce n'était pas du tout l'économie sociale et solidaire d'aujourd'hui, hein. Mais à la vérité, avant l'âge du capitalisme, il s'avère que l'organisation des activités économiques correspondait peu ou prou à ce que nous pouvons aujourd'hui décrire comme étant des formes d'économie sociale et solidaire. Donc l'ESS ne doit pas renoncer à avoir une ambition qui la dépasse, soit sur le plan des activités, d'où la formulation que j'ai reprise de faire des choses plus grandes que ce que nous sommes, mais aussi à vouloir impacter la façon dont l'économie est régulée, parfois organisée sur certaines activités, et de manière générale à ce qu'elle fasse appel à la démocratie. Évidemment, tout ceci dans un contexte particulier pour l'économie sociale et solidaire. Je dis à longueur d'intervention qu'elle est dans une forme de paradoxe aujourd'hui. Paradoxe que les acteurs de l'ESS ont parfois d'ailleurs du mal à percevoir eux-mêmes, en fait. Je pense que les attentes de la société, de manière générale, nos concitoyens, les plus jeunes assurément, mais pas que, sont extrêmement fortes vis-à-vis d'une autre organisation de l'économie. Ils souhaitent que l'économie soit plus humaine, plus soucieuse du potentiel des territoires, plus soucieuse des logiques de transition écologique. Et pourtant, l'ESS n'est pas toujours aussi conquérante qu'elle le devrait. Et moi, l'idée du livre, en fait, a surgi au moment du premier confinement. Je ne sais même plus comment on en a fait au final, mais 3. Oui, c'était à partir de mars 2020 et je pense en avril ou mai, je ne sais plus, j'ai sorti une petite tribune sur les réseaux sociaux, à vrai dire, je n'ai même pas essayé de la vendre dans un journal, mais c'était à propos du monde d'après. Parce que tout le monde à l'époque se disait forcément qu'on ne peut pas sortir de cette crise pandémique sans que le monde d'après soit différent. Parce qu'on commençait à prendre conscience du fait qu'il y avait des raisons sanitaires pures, mais il y avait aussi des raisons économiques qui jouaient vers l'amplification de la crise, en fait.
Et on a vu après les conséquences que ça avait sur le problème d'approvisionnement de médicaments, de production de masques, etc. Et il y avait des fondamentaux économiques qui étaient un peu interrogés. Et là, c'était la floraison de tribunes. Il faut se rapproprier notre souveraineté. Il faut qu'on donne la mondialisation libérale, etc. Enfin, là, c'était la foire à tout. Sauf que je ne voyais pas grand-chose qui nous disait comment on allait faire, en fait, grosso modo. Donc moi je suis pour les pétitions de principe de cette nature, mais j'aime bien quand elles sont argumentées et articulées avec des pistes d'action. Alors à ma place, en tant que président de ESS France, j'ai la faiblesse de penser qu'on pouvait convoquer l'ESS pour essayer de répondre à ces enjeux. Pas tout seul, ça j'y crois pas trop, à vrai dire. Mais elle peut y contribuer assez largement parce qu'elle permet d'interroger, comme j'ai dit tout à l'heure, l'état du monde, au sens large du terme, et en même temps parce qu'elle a une boîte à outils qui n'est pas inintéressante pour se réapproprier les thématiques qui étaient mises en avant. On sait que l'ESS a des problématiques spécifiques qui freinent parfois son développement. Ces problématiques, elles sont connues depuis assez longtemps. Le fait d'être des sociétés de personnes et non capitalisées la plupart du temps, hormis dans le monde coopératif, qui est un cas un peu à part, freine son expansion. Ça, c'est pas nouveau. Ça fait des dizaines d'années qu'on le sait. Il y a même eu des échecs retentissants dans le monde des coopératives de consommateurs qui n'ont jamais pu résister à l'essor de la grande distribution, alors qu'elles avaient le vent en poupe depuis le début du XXe siècle. On sait qu'il y a ce sujet-là. Parfois, on sait qu'il y a l'accès au foncier, qui est l'un des sujets stratégiques aujourd'hui pour l'économie sociale et solidaire, pour la pérennité des activités. On sait qu'il y a la fragilité des écosystèmes qui aident l'économie sociale à exister et à se développer. Le sujet dont on a beaucoup parlé avec la ministre et avec Benoît dans la loi, il y avait déjà des choses à ce sujet-là. On sait qu'il y a des problèmes de formation également pour faire en sorte que les collaborateurs et les gens engagés dans l'économie sociale et solidaire puissent appréhender des enjeux nouveaux. On sait aussi qu'il y a des problèmes de synergie entre acteurs, et ça c'est à vrai dire ce qui m'enrage le plus parfois, parce que les enjeux ne manquent pas. Mais de là à ce qu'on arrive à faire en sorte que les acteurs de l'ESS arrivent à travailler ensemble pour répondre à des enjeux, parfois il y a un petit écart. Mais pour être conquérante, si tant est qu'on résolve tous ces problèmes, il faut aussi que l'ESS affirme son système de valeurs que j'ai essayé d'exposer dans le livre. Pourquoi, par ailleurs, avoir parlé de réconciliation? C'est la question que Jeanne ne m'a pas posée, je crois. Mais c'est pas grave, j'y réponds quand même. Non, mais en fait, je vais vous dire, d'abord, beaucoup de gens me parlent de ce thème-là de la réconciliation, et pour être honnête, le titre m'est venu avant tout le reste, en fait. Parce que m'a semblé que dans l'état de notre pays, alors c'est pas l'Ukraine, et il y a plein d'autres pays qui vivent plus mal que le nôtre, hein. Néanmoins, dans l'état de fragmentation de notre pays, social, psychologique aussi à certains égards, des fractures politiques aussi qui deviennent, à mon avis, inquiétantes. J'ai eu la conviction que le thème de la réconciliation pouvait parler, parce que d'abord, je crois que fondamentalement, l'ESS essaye de réconcilier des approches et des intérêts qui ne sont pas nature divergents. Et il n'y a pas beaucoup de tentatives dans notre société. Je ne parle pas de la sphère politique, hein, ni publique, je parle de la sphère privée, économique, sociale, où on essaye de réconcilier les intérêts divergents. Et de fait, les intérêts sont toujours divergents dans les activités économiques et sociales. Enfin, toujours, en tout cas la plupart du temps. Et la façon dont l'ESS propose d'organiser des activités permet, je crois, j'en ai déjà cette conviction, de faire en sorte que les gens s'écoutent déjà, qu'ils délibèrent. C'est la grande force de nos organisations, c'est aussi parfois leur faiblesse, à contrario, mais le fait de proposer à des gens de s'engager pour décider ensemble de la façon de produire un bien ou un service, de l'améliorer d'année en année, d'y consacrer des ressources, la délibération qui en résulte, pour moi, est un grand facteur de réconciliation entre les personnes sans doute, mais aussi avec le principe démocratique. Et notre société qui vit beaucoup dans l'instant médiatique notamment, qui vit beaucoup dans l'opposition assez forte, lorsqu'il s'agit notamment d'exprimer des convictions politiques, je pense souffre de ça. Je pense que la capacité à délibérer aujourd'hui est passée vraiment sous l'éteignoir, et il me semble qu'il faut se redonner les moyens de prendre le temps de s'écouter, d'exposer la difficulté des choses, d'accepter les arguments des autres pour construire quelque chose. Et il m'a semblé que de ce point de vue-là, c'est peut-être qu'une intuition qui finalement peut être fausse, mais que ce pouvoir délibératif de l'ESS n'est pas pour rien dans l'identité républicaine de notre pays. Parce que fondamentalement, si on faisait l'exercice de
d'abstraction qui consiste à dire l'ESS n'existe plus, gommons tout ce qui existe aujourd'hui dans notre pays qui est porté par l'ESS sous différentes formes, à quoi ça ressemblerait notre société. Ce qui est sûr, c'est que ce ne sont ni les services publics, ni les forces du marché qui combleraient les trous béants qui résulteraient de cette disparition. Et me semble-t-il, c'est ce que j'ai voulu essayer d'expliquer, que l'ESS, elle porte en soi le contrat social qui fait l'identité de notre pays. Pas toute seule, bien évidemment. La sécurité sociale, elle est portée pas seulement par l'ESS, mais en partie quand même, au passage. Et donc, elle porte, à mon avis, l'expression la plus forte, celle à laquelle les Français sont plus attachés, par ailleurs, indépendamment d'ailleurs de leur appartenance ou de leur choix politique, accessoirement. Je pense que ce qui résulte de cet héritage républicain est aujourd'hui très largement incarné par ce que prétend faire l'économie sociale et solidaire. Parfois mal, et le contrat républicain ne se porte pas très très bien par ailleurs. Mais pour autant, ça veut dire aussi qu'il y a un potentiel pour l'économie sociale et solidaire de se réapproprier tout ça. Et le champ de la réconciliation, il va évidemment bien au-delà. J'essaie de le brosser dans le livre et je vous propose plutôt de le lire plutôt que de m'écouter, à vrai dire. Mais la question de la réconciliation, de la création de valeur avec notre environnement et les considérants qui font qu'on veut préserver notre civilisation humaine sur notre planète, par exemple. Il va bien falloir trouver des moyens parce que répondre aux enjeux de la transition écologique, évidemment, ça va prendre la forme de politique publique, mais ça va prendre du temps. Il va falloir expliquer, il va falloir que des organisations d'éducation populaire, par exemple, prennent en charge ce qu'elles ont pris en charge il y a un siècle quand il s'agissait d'expliquer aussi comment la société devait évoluer et accompagner les politiques publiques. Et puis réconcilier aussi par rapport à l'économie avec la démocratie. J'exprime la conviction que notre économie, alors qu'elle soit à l'échelle mondiale ou à l'échelle nationale, a besoin de régulation un peu plus forte. Non pas pour diriger à tout prix l'économie, c'est juste qu'il y a des moments où les choix doivent être faits collectivement. Je prends un exemple, alors peut-être que là-dessus avec Olivier Grégoire on aura un désaccord, mais la sortie de crise, me semble-t-il, aurait pu être le moment de décider de savoir ce qu'on voulait faire pour l'économie d'après. On a consacré énormément d'argent. Est-ce que c'est de la dette ou pas, ça on verra bien, on va dire ce qu'il en adviendra, mais il eût été opportun peut-être de choisir les efforts qu'on allait faire, parce que si c'est de la dette, là pour le coup on en prend pour très longtemps. Et je ne suis pas tout à fait sûr que les Français aient tout à fait conscience du fait qu'ils ont accepté de faire des efforts très importants pour relancer l'économie sur à peu près les mêmes bases qu'auparavant. Je ne critique pas fondamentalement les choses parce que situation d'urgence, appel à réponse d'urgence, mais on a cherché surtout à préserver le PIB de la France et pour autant on ne s'est pas encore posé la question de savoir comment on allait transformer l'économie. Alors certes, il y a le plan de relance et on verra comment il sera mis en œuvre dans les années qui viennent, mais c'était aussi, à mon sens, réconcilier les Français avec leur propre avenir. Voilà. Et trouver des cadres de débat pour le faire, me semble-t-il, est évidemment stratégique. Un tout petit point sur l'Europe, et j'en finirai par là, puisque vous savez peut-être que l'Europe j'aime pas qu'on dise l'Europe, la Commission européenne a à ce stade adopté un plan d'action pour pour reconnaître et développer l'économie sociale. Moi, j'y vois une façon de la réconcilier avec ce qui était son identité, ne serait-ce qu'il y a 30 ans. Ici, il y a quelques personnes qui peuvent dire qu'ils se souviennent de ce qui s'est passé il y a 30 ans. C'est pas une critique. Hein. Moi, je me souviens quand même parce que c'était mes jeunes années de jeunes citoyens et l'Europe apparaissait à l'époque quand même comme un avenir incontestable et porté par un projet ou par une vision politique qui notamment était celle de Jacques Delors lorsqu'il évoquait l'économie sociale de marché comme étant le projet politique, ce qui sous-tendait le projet politique de la construction européenne. Je pense qu'on s'en est quand même un peu éloigné. Et que ce soit par les travaux de la Commission ou par les travaux de la Convention sur l'avenir de l'Europe, dans laquelle on essaye en tant qu'économie sociale européenne de peser pour remettre l'économie sociale dans le logiciel identitaire de l'Europe, semble-t-il, ça aussi c'est une œuvre de réconciliation. Voilà, juste 2 mots pour conclure, parce que de toute façon, j'arrive pas à relire mes notes. Donc oui, c'est un projet politique, comme m'y a invité Jeanne à l'instant. Évidemment que ça impliquera les entreprises. Alors, quand je dis faire de l'ESS la norme de l'économie de demain, je ne crois pas dans un avenir proche que toutes les entreprises seront converties à des formes d'organisation de l'ESS. Mais non, moi, j'aime bien rappeler quand même que dans la loi de 2014, pour le coup, les 3 grands principes de l'article 1 de la loi sont des principes de gestion d'entreprise
de manière générale. Il se trouve que la loi a dit que les organisations qui ont des statuts historiquement reconnus comme étant ceux de l'ESS, les mutuelles, les associations, les fondations, les coopératives, etc., appliquent ces principes, et c'est pour cause, parce qu'on les a tirés de l'analyse de ce qui était leur principe de fonctionnement. Mais les principes de gestion qui sont dans l'article 1 de la loi de 2014 ne sont pas réservés à l'économie sociale et solidaire. Ils sont d'ailleurs assez facilement atteignables pour beaucoup d'entreprises. Je ne dis pas que l'intérêt, c'est qu'elles se réclament de l'ESS, mais néanmoins, si elles s'interrogent vraiment sur une autre façon de fonctionner, elles peuvent se saisir de ces grands principes de gestion. Moi, il me semble que l'avenir de la façon dont on conçoit l'avenir des entreprises comme contributrices à la vie démocratique de notre pays est fondamental. À la création de valeur économique, bien sûr. La création de valeur sociale, bien sûr. À la prise en charge des enjeux écologiques, bien sûr. Mais leur contribution à la démocratie me semble au moins aussi importante. Et là, je pense qu'on a des vrais enjeux devant nous, parce que, d'abord, je pense que les plus jeunes n'ont pas forcément envie de travailler dans les mêmes entreprises que celles qui existent aujourd'hui. Je ne pense pas que la société s'arrêtera à la porte de l'entreprise. Je ne pense pas qu'on basculera dans une autogestion de toutes les entreprises de ce pays, mais néanmoins, la façon dont ça se passe dans les entreprises sera essentielle, à mon avis, pour contribuer à ce que notre démocratie fonctionne mieux, soit par la prise en charge d'éléments d'intérêt général, ce que la loi Pacte notamment a voulu porter, soit parce que les modes de fonctionnement des entreprises permettront l'expression d'une citoyenneté qui soit plus aboutie que celle qui existe aujourd'hui. Et je crois que si on pouvait faire œuvre utile en la matière, ce serait vraiment dans l'intérêt de notre pays. Voilà. Alors merci. Merci Jérôme. Alors effectivement, avec le rôle des entreprises, on est au cœur du sujet sur lequel on souhaiterait vous entendre. Je vous propose qu'on puisse continuer l'échange avec une prise de parole des intervenants et puis qu'on puisse à la suite prendre vos questions. Alors pour continuer l'échange, d'abord, je vais vous donner la parole, Olivia Grégoire, donc porte-parole du gouvernement, je le disais, secrétaire d'État en charge de l'économie sociale, solidaire et responsable pendant près de 2 ans. Vous avez publié il y a quelques mois au Cherche Midi l'essai « Et après pour un capitalisme citoyen » qui préconise la responsabilisation du capitalisme, notamment par la mesure de l'impact de l'économie conventionnelle. Alors on est exactement là dans ce que disait Jérôme sur le rôle des entreprises et de la nécessaire transformation de l'économie, donc peut-être d'avoir votre regard là-dessus. Et puis sur la question de, alors peut-être pas la réconciliation, mais de l'alliance nécessaire avec les entreprises pour gouverner, pour réguler l'économie et finalement pour transformer la société. Donc, quel est votre regard par rapport à ça? Est-ce que l'ESS détient les seules réponses à cette transformation? Comment faire en sorte que les entreprises assument leurs responsabilités dans un monde où les ressources se raréfient? Et moi aussi, j'ai 4 heures. Non. D'abord, vous dire que je suis très sincèrement contente d'être aux côtés de Jérôme Sadier ce soir et de l'ensemble des intervenants et du public, bien sûr. Mais comme tu as fait une boutade, et je te reconnais bien là, sur les politiques qui tiennent sa parole, il y a aussi dans la politique des jolies rencontres. Et j'ai beaucoup apprécié, beaucoup travaillé à tes côtés. Et je pense qu'on s'est décarcassé, pour le dire simplement, pour essayer de faire avancer cette économie sociale et solidaire dans une période, tu l'as rappelé, extrêmement difficile. Et je le dis très sincèrement, c'est une chance pour l'ESS de t'avoir eu et de t'avoir aujourd'hui en leader, à la fois pour la réflexion d'avenir que tu portes, mais aussi pour la profondeur et la sincérité de l'engagement en faveur des acteurs. Oui, on rencontre aussi des belles personnes et c'est une aventure humaine, la politique. Ça a été un peu la tempête depuis quelques jours. J'ai changé de fonction. Je n'oublie rien de ce que j'ai appris et essayé modestement d'apporter à cet écosystème de l'ESS. Et mes collaborateurs le savent, ils ne sont pas nombreux encore. Quand un agenda change entre le vendredi et le lundi, je peux vous garantir, et ça n'est pas mensonge, qu'en arrivant vendredi, je leur ai dit, bon, le 24 au soir, j'ai un truc. Et en vrai, je te le montrerai, comme je ne savais pas où je serais, je l'ai noté 4 fois sur mon agenda perso, dont j'ai 4 occurrences, je ne pouvais pas oublier. Et au-delà de l'intérêt de partager la réflexion, j'ai vraiment apprécié l'homme, et c'est important de le dire.
je prends 3 secondes et je vous promets, puisqu'en plus maintenant c'est ma fonction, de répondre aux questions posées. Mais je veux quand même répondre aussi sur ce que j'ai appris, compris et essayer de renforcer dans cette économie sociale et solidaire. Quand je suis arrivé, et on ne refait pas son histoire, je ne suis pas né, moi, dans l'économie sociale et solidaire. Je la connaissais, je la fréquentais, je l'observais, elle et surtout ses acteurs, les principes qui la fondent. Et quand j'ai eu l'honneur d'être nommé, évidemment, j'ai plongé dedans, à tes côtés. Et très tôt, je suis sûr que tu te souviens de cette métaphore, j'ai partagé avec toi notamment et avec les autres acteurs de l'économie sociale que je trouvais que c'était une formidable maison, cette économie sociale et solidaire, dispatchée en 5 colocations dans cette grande maison, avec des colocataires qui se connaissent très bien, qui se fréquentent depuis longtemps, pour certains depuis des siècles, qui connaissent très bien le fonctionnement de la maison, qui est assez complexe, parce que la maison est grande pour tenir tout le monde. Elle est grande puisqu'elle représente des millions de collaborateurs et des milliards de PIB, donc c'est une grande maison. Une fois qu'on est dedans, on est super bien, c'est chaleureux, c'est agréable, c'est performant au plan économique et social. Encore faut-il trouver la maison et la porte d'entrée. Je le dis avec humour, mais je le dis pour nos plus jeunes, par exemple, parce que j'ai eu plein de fois, quand j'étais secrétaire d'État, c'est-à-dire la semaine dernière, par exemple, plein de jeunes qui me disaient y a là-dedans des trucs qui nous parlent, qui me font vibrer, mais comment on fait pour rentrer dans cette maison-là? Et on a essayé, tout au long de ces 2 ans, d'essayer d'ouvrir les fenêtres de la maison ESS pour que l'air, l'ambiance qui y règne puisse diffuser, et là je vais employer un mot de Benoît Hamon, parce que ce n'est pas moi qui l'ai posé sur l'ESS, c'est toi, Benoît, en 2014 notamment, avec cette loi fondatrice, de polliniser et d'essayer de mettre de l'ESS, de diffuser l'ESS dans les entreprises conventionnelles, mais aussi auprès des politiques publiques. Je pense qu'il y a beaucoup de progrès qui sont en train d'être faits, très modestement grâce à la puissance publique, en réalité beaucoup plus grâce aux acteurs et à l'évolution de la mentalité des acteurs cette dernière décennie. Je trouve l'ESS est de plus en plus ouverte, et ce qui est important, je me rapproche de la réponse à votre question, c'est que on pourrait débattre du choix de mots que tu as fait en sous-titre sur normes de l'économie de demain. Sur la norme, c'est un point intéressant. Moi, j'aurais dit, avec une forme de certitude, en tout cas au cœur des principes, des valeurs de l'économie de demain. Et pour des raisons liées à l'économie, liées à la performance sociale et économique de notre économie dans les prochaines années. Aujourd'hui, et c'est un peu ce que j'ai essayé de promouvoir dans le livre que j'ai publié en novembre, tu parles d'économie de la réconciliation. J'ai essayé de promouvoir un capitalisme plus citoyen. Et c'est vrai qu'on a quelque chose qu'on partage tous les deux. C'est effectivement cette perception que, bien sûr, l'économie, fondamentalement, a vocation à faire du profit, j'apprends rien à personne, mais qu'il y a, dans cette économie sociale et solidaire, certains acteurs, et de plus en plus, pour qui la performance économique va de pair avec une pratique sociale, une pratique de gouvernance qui, au-delà de servir une cohésion sociale dans l'entreprise, sert aussi la performance économique de l'entreprise. Et c'est vrai que quand on plonge dans l'économie sociale et solidaire, ce qui a été mon cas, et je suis passé des principes aux acteurs, et je crois que c'est d'ailleurs peut-être même l'inverse que j'aurais dû faire, mais c'est avec les acteurs qu'on la vit, cette économie sociale et solidaire. Et quand j'ai fait pas mal de déplacements et que j'ai rencontré évidemment certaines enseignes et maisons que vous connaissez, je pense à Scopti, je pense à la carrosserie niortaise, qui est un modèle, je pense à Acom, que vous connaissez aussi, je pense, leader mondial du câblage électrique,
ou au groupe Up Chèque Déjeuner. Juste pour citer ces acteurs-là, on a des acteurs locaux, nationaux, voire internationaux, qui sont des acteurs de l'économie sociale et solidaire et allient en matière de gouvernance deux principes fondateurs de l'économie sociale et solidaire, la transparence et le débat. Tu dis délibération, je pense que délibération est plus approprié. Transparence et délibération. Quand je dis ça sur la gouvernance, je pense évidemment, et vous l'avez imaginé, aux coopératives, et je pense à ces coopératives où en réalité les salariés détiennent au moins 51% du capital et 65% des droits de vote. Si tous les salariés ne sont pas associés, je pense ici à Com notamment, on en avait longuement parlé avec les salariés associés, mais aussi avec les salariés qui allaient être associés, tous les salariés, même les derniers arrivés, ont vocation et le savent, à rejoindre l'actionnariat de la structure. Chaque salarié associé dispose d'une voix, quel que soit son statut, sa compétence et sa date d'arrivée dans la coopérative. Il y a à chaque fois, dans ces modèles d'entreprise que je viens de vous citer, une façon d'être ensemble et une façon de faire ensemble qui est profondément différente. Les coopératives, elles sont emblématiques d'une gouvernance qui est très différente. Et j'ai cherché dans le livre que j'ai écrit, mais aussi dans mon action ministérielle, à essayer de promouvoir ces principes fondateurs de transparence et de délibération au cœur de l'économie traditionnelle, conventionnelle. Ça peut paraître un peu terre à terre, mais il y a beaucoup d'études d'études sociales et approfondies, qualitatives, qui ont été réalisées ces dernières années et qui démontrent qu'un salarié associé à la décision comprend mieux la décision et parfois même la met mieux en œuvre, qu'un salarié associé à la valeur créée, au bénéfice, au résultat, est un salarié qui comprend d'autant mieux le sens de son entreprise et qui a encore plus envie de s'y investir. Le pouvoir du partage de l'information et du partage à la fois de la valeur et du savoir dans l'entreprise contribue à l'engagement des salariés et à la performance économique de l'entreprise et donc à celle des salariés. On a aujourd'hui des dispositifs qui sont très anciens, qui datent du siècle dernier et qui sont au cœur de l'économie sociale et solidaire, la participation, le partage de cette valeur, l'intéressement, l'actionnariat salarié, on vient d'en parler, surtout notamment dans les coopératives. Et donc, moi je pense qu'il y a des choses à faire, et c'est pas nouveau, sur cette dynamique de partage de la valeur, issue, inspirée de l'économie sociale et solidaire. Et c'est ce que j'ai essayé de pousser dans le livre Pour un capitalisme citoyen. Tu as dit, il ne faut pas que l'économie sociale et solidaire, quelque part, que ces principes fondateurs s'arrêtent à la porte de l'entreprise. Moi, je pense que les défis qui nous attendent, et notamment la transition écologique, on ne pourra pas les mener sans les entreprises, quelles qu'elles soient, et notamment les entreprises conventionnelles, et que c'est par ce principe au cœur de l'économie sociale et solidaire d'association des consommateurs, d'association des épargnants, d'association des salariés, qu'on va pouvoir faire évoluer les entreprises de l'intérieur. De toute façon, je ne sais même plus, et c'est un vrai questionnement, je pense que la dynamique, elle est lancée, elle est partie. Et ce qui me réjouit, c'est pas de me voir vieillir, c'est de voir la jeunesse arriver. Ce qui, de fait, me fait vieillir, mais ça, c'est moins grave.
Mais d'autres en parleront certainement. Ce qui arrive avec les nouvelles générations qui poussent, c'est que la pratique capitalistique sans partage du savoir, partage du pouvoir, partage de la valeur dans l'entreprise n'est plus attractive pour les jeunes et notamment pour les jeunes talents. Donc je dirais, c'est plutôt super chouette, et c'est par la force des choses et par la pression de ces nouvelles générations, conscientes des défis que tu as mentionnés, que les entreprises sont en train considérablement d'accélérer sur ces enjeux de partage du savoir, du pouvoir et de l'avoir, de la valeur. Le capitalisme citoyen, qu'on ait plusieurs, peu importe les origines politiques, je crois, à appeler de nos voeux, alors peut-être avec des réalités différentes, mais en tout cas de façon assez partagée, c'est vraiment essayer de reproduire, et là-dessus Benoît Hamon a commis lui aussi un ouvrage il y a quelques mois, et je pense qu'il sera encore plus prolixe, que je trouvais accessoirement passionnant, sur le parallèle entre l'esprit démocratique et les fondements démocratiques et l'économie. Il y a aujourd'hui une nécessité absolue de mieux partager dans notre démocratie comme dans nos entreprises l'information, le savoir, pour pouvoir réengager les citoyens ou engager les salariés. On a donc, et c'est le moment où j'ai fait une promesse, on a donc commis une loi Pacte, que j'ai eu l'honneur de présider il y a maintenant 4 ans, qui a apporté de nouveaux modèles, de nouveaux types, de nouveaux agréments, de nouveaux statuts d'entreprise pour essayer d'accompagner cette évolution, partager le pouvoir, partager le savoir, partager l'avoir. Et j'ai réussi, et je me tais. Je vais passer maintenant la parole. C'est traumatisant pour moi quand même, vous remarquez. Hein. Concernant les sociétés à mission, je le dis une seule fois. Voilà. Chapeau. Anne Mollet, j'ai promis que je n'en parlerai pas. Mais il y a là une tentative. Est-elle définitive, super réussie, peut-elle être améliorée, etc. Sans aucun doute. Et je suis la première à le dire. Mais au moins, on a essayé de poser les jalons de l'association, en tout cas sur l'objectif des salariés dans l'entreprise. Merci. Merci Madame la Ministre. Alors partage, transparence, délibération, c'est les 3 mots-clés, donc ça me permet d'enchaîner avec vous, Anne Mollet, directrice générale de la communauté des entreprises à mission. Merci donc encore à vous d'être avec nous ce soir. Alors pour continuer sur cette question donc entreprise et transformation de l'économie et plus globalement transformation de la société, peut-être sur le nouveau modèle d'entreprise à inventer et que l'ESS peut inspirer pour parvenir à cette transformation, la question de l'impact des activités des entreprises qui est aussi très présente dans le livre. Alors qu'est-ce que pouvez-vous nous en dire? Donc vous qui accompagnez les entreprises à mission, Olivier Grégoire le rappelait à l'instant, une innovation juridique récente, donc inscrite dans la loi Pacte. Et puis peut-être pour ne faire que d'une pierre deux coups, sur les modes de prise de décision, plus particulièrement au sein de l'entreprise, le mode de gouvernance de l'entreprise. Est-ce que dans le modèle de la société à mission, il va assez loin pour répondre aux défis de conciliation de l'ensemble des transitions qu'on a pu évoquer jusqu'ici? Bon, beau programme, tout ça en 5 minutes, c'est ça? C'était le deal. Jeanne m'a envoyé un mail hier en disant, bon, 5 minutes, voilà. OK. Alors, aujourd'hui, je représente l'ouverture, n'est-ce pas, dans ce débat, parce que je ne fais pas partie de... Enfin, forcément, les sociétés à mission, on retrouve des sociétés de l'ESS et des coopératives, des mutuelles, des entreprises ESUS.
mais l'enjeu, on va dire, est aussi autre. C'est celui d'embarquer l'économie dite conventionnelle sur des engagements socio-environnementaux liés vraiment au cœur de l'activité des entreprises. Et donc, petit point, donc, effectivement, on parle de pollinisation. Alors, je ne sais pas si je me suis rendu compte que j'avais les couleurs d'une abeille aujourd'hui, donc je ne sais pas si c'était fait exprès ou pas, mais, mais globalement. Donc, la loi Pacte, puisque Olivia, vous n'avez pas dit, la loi Pacte vient d'avoir 3 ans. On a fêté les 3 ans dimanche. Donc la loi Pacte qui a instauré la société à mission. Donc c'est l'anniversaire de la loi Pacte. Donc 640 sociétés à mission à ce jour. Donc c'est pas mal, mais on est au début du chemin de transformation. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que la société à mission, c'est pas un label de vertu. C'est des entreprises qui s'engagent sur un chemin de transformation. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, ça engage sur un chemin de transformation plus contributif au bien commun et donc et au commun dont le livre fait référence. Hein. Et donc ça veut dire que avant de transformer la société, il faut transformer l'entreprise de l'intérieur. Et ce qui implique à la fois d'adresser les vrais enjeux du secteur. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur de la compensation, on est vraiment sur de la transformation des modèles d'affaires. Voilà, on est vraiment sur le core business. Et ça, c'est extrêmement important pour répondre à ces enjeux. On est sur de l'opposabilité et un système de preuves. Et d'ailleurs, on s'est vu la semaine dernière, effectivement, dans une conférence. Olivier Grégoire nous a fait l'honneur de sa présence. Pour les 3 ans de la loi Pacte, effectivement, BVA et la communauté des entreprises à mission ont sorti un sondage auprès des Français, justement, sur les attentes en matière d'engagement des entreprises. Et ce qui ressort, c'est que les citoyens, les Français, sont 91% à attendre plus d'engagement des entreprises. Alors vous allez me dire, oui, c'est normal, mais en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, ça révèle ce que vous dites dans le livre, c'est-à-dire que globalement, quel que soit le type d'entreprise, l'entreprise a un rôle politique à jouer, un rôle sociétal à jouer, et pas seulement les entreprises de l'ESS. Et l'enjeu, c'est comment, si on veut vraiment avoir un impact fort, c'est comment on embarque toutes les entreprises vers plus d'engagement et vers être plus contributives. Et là, je ne parle pas forcément aussi de responsabilité des pratiques, mais vraiment aussi de ce que vous disiez, de partage, de retravailler le projet de l'entreprise, retravailler sa raison d'être, retravailler ses objectifs, retravailler se reposer sur les motivations fondamentales à agir d'une entreprise. Donc ce qui repose sur la raison d'être. Et pour qu'elle soit vraiment incarnée dans l'entreprise, y adjoindre des objectifs socio-environnementaux que l'entreprise choisit, parce qu'on n'est pas là... chaque entreprise doit répondre à des enjeux spécifiques, encore une fois, et qui l'engage pour les années à venir. Et c'est ça qu'a prévu la loi Pacte, et c'est ça qu'est la société à mission. Et des enjeux, et comme globalement la confiance n'exclut pas le contrôle, la loi a prévu 2 types de contrôle, notamment un nouvel organe de gouvernance au sein des entreprises, qui sont les comités de mission. Ce que dit la loi, c'est à minima un salarié. Voilà, c'est la seule obligation. Mais ce qu'on voit, c'est effectivement un salarié. Généralement, les entreprises en font plus, intègrent dans ces comités de mission plus qu'un salarié. Et aussi, ce qui est nouveau, c'est intègre des parties prenantes externes, que ce soit des clients, des fournisseurs, la société civile, des représentants des territoires, donc tous ceux qui peuvent avoir quelque chose qui peuvent challenger la mission de l'entreprise et qui peuvent bien suivre, vérifier, on va dire, que l'entreprise concrètement met en œuvre ce à quoi elle s'est engagée. Et ça, c'est assez nouveau quand même. C'est assez nouveau. Et bien souvent, on engage aussi les actionnaires. Il y a généralement un représentant des actionnaires. Et je fais une petite aparté. C'est vrai que c'est la première fois, en fait. Enfin, la première fois, non. Parce que si on revient sur l'histoire de l'entreprise née au 19e siècle comme
projet de création collective et non pas de collectif d'intérêt. Ce qu'on a un peu oublié au fil du temps. Et donc, création collective pour arriver à développer de l'innovation. On s'est bien rendu compte que dans les années 80, depuis les années 80, globalement, ce projet d'entreprise est mis à mal par la puissance que prennent les actionnaires et à la question de à qui appartient l'entreprise. Globalement, ce à quoi on essaie de répondre, non, l'entreprise n'appartient pas aux actionnaires, mais appartient à ce collectif, d'hommes et de femmes qui composent l'entreprise. Et c'est bien là l'origine de la société à mission, c'est-à-dire qu'à l'époque, au 19e siècle, on était sur de l'innovation technique. Aujourd'hui, aujourd'hui, les enjeux, ce n'est pas l'innovation technique, c'est l'innovation sociale et environnementale. Et comment, au travers d'un mode de gouvernance, comment, au travers de la société à mission, on arrive à redonner justement cette capacité des entreprises à innover. Redonner aux entreprises cette capacité à innover plutôt. Et à recréer un équilibre, on va dire, un contre-pouvoir ou un garde-fou à la pression actionnariale qui bien souvent devient contradictoire avec la capacité d'innovation. Et c'est ça vraiment l'origine de la société à mission, c'est les sujets de préservation de projets d'entreprise, donc de projets collectifs, et c'est l'innovation. Comment développer l'innovation. Et c'est là-dessus qu'ont travaillé notamment les chercheurs des mines, donc qui ont eu une place très importante dans la conception de la société à mission. Donc ça permet aussi, comme les statuts sont votés, d'engager les actionnaires sur autre chose que la recherche du profit. Et donc là, on revient à ce projet collectif. Et notamment, parce que vous voyez que j'ai bien lu votre livre, quand vous parlez de l'entreprise, l'entreprise est un univers porteur de sens, de droit et de progrès collectif. Voilà, et donc c'est ça, et on ne dit pas que l'ESS est porteur d'un, c'est l'entreprise en tant que telle, c'est l'origine de l'entreprise, et au travers de la société à mission, on retrouve avec les enjeux d'aujourd'hui, les enjeux d'innovation d'aujourd'hui, les enjeux à l'urgence climatique, l'urgence sociale, ce à quoi l'entreprise se doit de répondre. Et avec un modèle de gouvernance, et puis aussi, et ne plus faire en sorte que l'entreprise, le projet d'entreprise soit simplement conçu, élaboré dans les bureaux du COMEX, et qu'on intègre et qu'on fasse participer à ce projet-là l'ensemble des collaborateurs et aussi les parties prenantes externes. C'est-à-dire que l'entreprise doit être la vision de l'entreprise doit être systémique et écosystémique aujourd'hui. Et ça, c'est extrêmement important. Et puis, deuxième point, parce que je reviens au contrôle par un organisme tiers indépendant, donc un organisme externe qui vient contrôler la bonne exécution de la mission. Et ça, c'est fondamental aussi. D'ailleurs, les citoyens, dans le cadre de l'enquête BVA, le disent, c'est-à-dire ils s'attendent à des preuves de la part des entreprises et plus d'incantation. Voilà, il y a vraiment un système de preuves et de mise en action et de mise en dynamique de l'entreprise sur ces chemins de transformation. Et c'est ce que vous avez appelé dans votre livre, la société à mission, vous l'avez classée dans les entreprises à finalité démocratique. Voilà, à finalité démocratique. À finalité démocratique, et oui, parce que c'est bien le sens même premier de l'entreprise, et qu'on parle de réconciliation, on parle de réconciliation effectivement entre déjà l'État et les entreprises, retrouver cette confiance mutuelle, réconciliation entre les citoyens et l'entreprise, réconciliation aussi au sein des entreprises avec les parties prenantes, les collaborateurs, et réconciliation entre la recherche de profit qui est nécessaire à l'entreprise et ses engagements socio-environnementaux. Et on pourrait en dire plus. Et la réconciliation entre les entreprises, le monde de l'ESS et les entreprises traditionnelles. Parce qu'aujourd'hui, vu l'urgence, vu les urgences, on va dire, on ne peut plus être dans
globalement, d'un côté, les 10%, enfin, l'ESS, c'est quoi? C'est 10% de l'économie à peu près? On dit ça, voilà. 10% de l'économie, en fait, il faut embarquer les 90% restants. On n'a plus le choix. Et ça se fait, ça commence à se faire, 640. On n'est qu'au début du chemin. Bien sûr, la loi est perfectible, mais en fait, la société à mission, c'est ce que les entreprises en feront. Et donc, c'est ça qui est aussi extrêmement important dans le cadre de la loi Pacte, c'est qu'il y a ça laisse une large place aussi à l'initiative. Enfin, c'est un dispositif qui est volontaire, c'est une qualité, ce n'est pas un statut, donc rassurez-vous. Voilà, votre statut, ça reste la coopérative, mutuelle et autres. Et c'est une qualité qui vient compléter ce que font les entreprises. Donc effectivement, vous parliez du fait que vous étiez président d'une société à mission avec Ecofi Investissement. Voilà, il y en a bien d'autres. Et puis, ça rassemble les enjeux qu'on doit adresser, que ce soit au sein des startups comme au sein des entreprises plus anciennes. 39% des sociétés à mission, ce sont des startups. Et puis, des PME, des grandes entreprises, quel que soit le secteur géographique. Et c'est, pour moi, extrêmement important de se mettre sur ce chemin de progrès, encore une fois, et que tout le monde s'y mette. Ça va prendre du temps, tout le monde n'est pas encore convaincu, mais en tout cas, c'est une opportunité, c'est une innovation juridique qui va prendre énormément d'ampleur. Et quand on voit au démarrage, moi je suis dans la communauté d'entreprises à mission depuis 2020, au démarrage on était surtout appelés par des TPE et PME, et là on voit de plus en plus les ETI et les grandes entreprises s'intéresser au sujet. Donc ça veut dire qu'elles ont aussi compris qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et qu'il fallait, et qu'on ne pouvait plus aujourd'hui mettre d'un côté la performance économique et de l'autre l'engagement social et environnemental, et que tout était lié et ça allait être de plus en plus lié. C'est-à-dire que demain, globalement, l'engagement, c'est un gage de pérennité pour les entreprises et c'est un gage de performance long terme. Et ça, ça commence à se voir maintenant et ça se verra de plus en plus. Globalement, les entreprises qui n'intègrent pas ces enjeux-là au sein de leur business model sont amenées à être moins performantes demain et surtout, voire même à disparaître. Alors, merci Anne Mollet pour cet engagement et puis sur la responsabilité des entreprises. Alors vous parliez de l'enjeu de la participation, donc de la question démocratique, de l'enjeu aussi d'innovation. Donc ça me permet de faire le lien avec ce sur quoi on aimerait vous entendre, Fabien Bazin, président du département de la Nièvre. Donc sur cette question territoriale, à la fois sur ce que l'ESS porte en elle comme valeur pour contribuer à résoudre les problématiques d'inégalité territoriale, mais aussi sur les ressources que les territoires contiennent pour justement pouvoir répondre à ces défis de transformation de la société, en quoi ces enjeux se répondent. Alors peut-être d'abord sur les inégalités territoriales et ce qu'elles engendrent. Je pense particulièrement aux inégalités d'accès aux soins. Je sais que dans votre département, vous en êtes cruellement, les habitants sont cruellement victimes, liées aux déserts médicaux, à la désertification médicale. Donc peut-être dire un mot là-dessus, sur la situation de votre département et en quoi les territoires au sens large, les collectivités territoriales, mais au-delà les acteurs locaux, les ressources locales peuvent inventer pour trouver des solutions et en faire le lieu des possibles. Oui, pareil, vous avez 4 heures, donc même motif, même punition pour tout le monde. Moi, je suis un peu plus radical que mes deux précédents intervenants. Je pense que l'heure est effectivement très grave. On additionne tout un tas de crises qui semblent comme ça peut-être un peu lointaines. Bon, la première, c'est la crise de l'âge. On en parle très peu, ou en tout cas, on en a très peu parlé malheureusement ces derniers temps. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité 4 ou 5 générations cohabitent. Ça veut dire des tas de trucs. Ça veut dire que les départements qui sont en charge notamment de l'accompagnement à la perte de l'autonomie, ils ne savent pas faire tout seuls, que l'État, aussi malin, stratège, habile qu'il puisse être, il ne sait pas faire non plus, on l'a vu. Alors vous avez d'un côté le scandale Orpea et puis le quotidien d'un département rural où ces maisons de retraite qui sont à la fois une source d'emploi et un endroit où on a encore 0,6 équivalent temps plein pour un résident. On est dans des trucs comme ça, hein, et on s'en contente, alors que tout le monde nous dit qu'il faudrait faire du 1 pour 1 au moins, et qu'on continue comme ça en klaxonnant
dissonant et sans problématique. Le fait aussi qu'on nous raconte, c'est Sophie Penn qui dit ça, qui est prof au Collège de France, qu'on ne connaît pas la moitié des emplois qui vont exister dans 10 ans. Alors comme ça fait quelques années que je dis ça, je pense que le mur diminue et se rapproche lui aussi de manière extrêmement dense. Alors le climat, c'est super à la mode. Bon, il suffit de voir la semaine dernière, tout le monde en parle, mais finalement on ne fait pas grand-chose. Hein. On dit changement climatique, Taillot, allons-y. Très clairement, il n'y a pas grand-chose qui se passe. On voit bien que ça continue. On explose les effets de serre, les machins. On n'essaie toujours pas de rémunérer les départements comme le mien qui font du stockage de carbone parce qu'il y a beaucoup de forêts. On a le regretté Michel Serres qui nous disait il y a 3 inventions qui ont bouleversé l'histoire du monde, celle de l'écriture, celle de l'imprimerie, celle de l'Internet. Paf, on est en plein dans l'Internet. On déploie soi-disant la fibre optique dans notre pays, alors avec une stratégie par président de la République. Donc tous les 5 ans, ça change. C'est compliqué pour un chantier industriel qui doit normalement durer une 30aine d'années et auquel nos concitoyens ne comprennent rien. Il n'y en a pas un qui comprend l'économie générale du projet, ce que ça représente en termes d'argent public ou d'argent privé, hein, probablement le plus important investissement public-privé depuis une quarantaine d'années, avec des injonctions contradictoires. Un coup, on file ça aux groupes privés qui, avant même d'avoir construit leur raccordement, ont déjà revendu les trucs à des fonds de pension dans l'Ontario. Enfin, c'est compliqué, hein, mais personne n'en parle, personne ne l'explique. On y rajoute un coup de crise sanitaire où on a été tous dans l'injonction contradictoire, quasiment dans la même réunion avec l'ARS qu'on avait tous les jours. Moi, j'étais maire à l'époque d'un petit village de 1300 habitants et il fallait faire les masques, plus faire les masques, faire le vaccin, plus faire le vaccin. Enfin, bref, on est dans ce moment-là qui s'additionne, et la guerre maintenant, donc voilà. Et derrière tout ça, évidemment, la crise démocratique, pardon de faire quelques... Ben oui, j'essaye. C'est fait pour quelques détours, mais tout ça pour dire, au fond, et vous m'arrêtez parce que j'ai tendance à être un peu bavard, quoi. Tout ça pour dire que ma conviction, et c'est ce que dit bien le livre de Jérôme, je crois, et qui est de ce point de vue-là très ambitieux, et c'est important d'avoir des trucs ambitieux en ce moment, des bouquins qui nous disent, voilà, il y a une grande transformation qui est devant nous, il faut y aller, parce que la littérature, en général, elle est quand même assez paresseuse, globalement, on se fait un peu plaisir à éditer des bouquins comme ça, mais on n'est pas dans... Bon, là, il y a un message qui nous dit on ne peut plus faire sans les citoyens. Pour moi, l'économie sociale et solidaire, qui est un truc ESS, économie sociale et solidaire, c'est compliqué à expliquer à la petite dame qui va faire son marché à l'Orme le jeudi matin. Ce que j'ai plutôt envie de lui dire, c'est on a besoin de vous. Il y a un côté, ne vous demandez pas simplement ce que la France peut faire pour vous, ce que le pays peut faire pour vous, pour internationaliser le truc, mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour lui. Et je pense que le message principal, c'est de dire maintenant, et que les responsables publics le disent tous, je connais moins le monde de l'entreprise par définition, sans vous, on n'y arrive pas. Et ça me paraît totalement fondamental. La question de la santé, puisque c'était le sujet, alors on n'est pas un désert médical, il ne faut jamais dire qu'on est un désert médical, sinon les futurs professionnels de santé qui seraient susceptibles de s'installer dans le département de la Nièvre, ils font Google, désert médical, ils ne viennent pas. Donc il y a un risque de désert médical dans notre pays, que ce soit en ville ou à la campagne, et on est lâché, pardon de le dire comme ça, hein, par le gouvernement, les gouvernements, voilà, mais le dernier comme les autres, quoi. Enfin, je veux dire, ouais, mais le dernier, ça fait 5 ans, et franchement, c'est voilà, très déçu. Donc, on est obligé, nous, départements, dont c'est pas le métier, de créer un centre départemental de santé, d'aller recruter des médecins salariés. Ils ont tous envie aujourd'hui d'être salariés parce qu'ils n'ont pas envie de faire 70 heures comme leurs prédécesseurs, et on peut le comprendre, parce qu'il se trouve que souvent, majoritairement, ce sont des femmes, qu'elles ont envie d'avoir une famille. Là encore, c'est d'une évidence crasse. Les médecins libéraux, de l'autre côté, qui n'ont pas de plan B, et qui voient leur temps médical augmenter, des tas de gens qui sont aujourd'hui sans médecin traitant. Je crois qu'il y en a plus de 17 000 dans le département, 200 000 habitants dans la Nièvre, 17 000 personnes qui n'ont plus de médecin traitant. Scandale, si on ne s'occupe pas de ça prioritairement, on ne fait pas le boulot. On peut se raconter tout ce qu'on veut, la priorité, elle est là, et c'est un conseil départemental qui doit le faire. Encore une fois, bon, on en appelle évidemment tous les 4 matins à l'État, on fait la manifestation quand les urgences ferment à Bordeaux, à Nevers ou partout. On est tous forts maris, mais ça ne bouge pas. Et donc il y a un moment où il faut que nos concitoyens, où nous avons la responsabilité de reprendre le contrôle. Là, c'est un peu l'histoire du Brexit. Là, ils avaient bien trouvé son slogan à l'époque. Comment on reprend le contrôle sur les choses. Et je pense que le contrôle ne se reprend qu'au travers d'associations citoyennes, de la participation citoyenne, de la compréhension des gens, de leur écoute et d'autre part de leurs propositions. On
mène dans le département aujourd'hui, depuis maintenant quelques mois, une opération qu'on a appelée Imagine la Nièvre. Qu'est-ce que c'est Imagine la Nièvre? C'est une enquête audiovisuelle, sans Nivernais interrogés, 30 heures de rush, on sort 20 minutes de film et ils disent voilà, la Nièvre aujourd'hui c'est ça pour nous, et où est-ce qu'elle va la Nièvre? Et où elle va la Nièvre, ils disent deux choses, je résume, c'est tellement riche quand on écoute les gens. Soit vous êtes la super maison de retraite de Paris et de Lyon, la réserve d'Indiens, ce qu'on raconte dans les territoires ruraux depuis très longtemps, soit, et parce qu'ils ont un peu d'optimisme, c'est pour ça qu'il faut écouter les gens, ils ne sont pas que pessimistes, vous êtes classé par les Français le département le plus sympa de France dans 15 ans. Et c'est vrai, la Nièvre, c'est le Luberon sans les snobs, je répète, c'est the place to be aujourd'hui. Et donc, cette opération citoyenne, on leur fait confiance. Ils ont élaboré, on a fait des réunions après dans les territoires, avec une technique qui fait qu'on avait à chaque fois 150-200 personnes. C'est beaucoup, 200 personnes dans une réunion d'une collectivité aujourd'hui. On sait les faire venir, on sait les écouter. Moi, je disais, pas comme aujourd'hui, vraiment 1 minute 30 au début pour les accueillir, et après, les écoutilles ouverts pendant 1h30. Et ils produisaient des propositions. On va avoir une séance de restitution le 25 juin prochain sur les 400-500 propositions qu'ils ont faites. Ils vont eux-mêmes nous dire comment ils envisagent l'avenir de la Nièvre. Moi, je ne crois pas qu'on puisse plus aujourd'hui faire de la politique publique à quelque niveau que ce soit, sans être dans cette confiance retrouvée dans nos concitoyens, sans leur accorder aussi le droit à l'erreur, sans se calfeutrer quelque part dans des dispositifs qui sont certainement très bien la responsabilité sociale des entreprises, les sociétés à mission, tout ça, moi je veux bien, je trouve ça super, il faut continuer, mais est-ce que vraiment la personne ou les personnes qui s'occupent de la responsabilité sociale des entreprises, c'est pas le type qui finalement n'était pas au taquet et qu'on a mis sur cette mission-là, et puis que bon voilà, on fait l'échec, et puis on continue au fond. Non, mais moi, c'est mon regard. Business as usual, et on se donne une bonne conscience. Les organismes mutualistes, il y en a certainement plein parmi vous. Est-ce qu'à un moment, on n'est pas dans sa ligne d'eau, à essayer au fond de reproduire des choses? Moi, j'ai des exemples très précis sur les centres sociaux. Il y en a plein dans la Nièvre, il y en a quasiment un par ancien canton, donc un par portion de 4-5 000 habitants. C'est des gens formidables. Sauf que la caisse d'allocation familiale, au niveau national, elle leur dit il faut faire de l'évangélisation numérique. Alors, ils vont tous faire de l'évangélisation numérique, ils vont répondre à l'appel à projet, parce qu'on ne sait plus travailler que par des appels à projet. Alors un appel à projet, qu'est-ce que c'est? Si ce n'est que ça tue l'amour, ça tue le projet, vous rentrez dans les cases. Donc si vous rentrez dans les cases, vous n'avez plus de projet. Enfin, bref. Donc, et donc ces gens formidables des centres sociaux, ils vont faire de l'évangélisation numérique. Alors l'État va amener les conseillers numériques juste après, c'est pas grave, on n'est plus à une contradiction près, mais ils vont plus s'occuper de la première des choses dont je vous parlais tout à l'heure, qui est la question de la gestion du grand âge. Il y a des gens qui aident des personnes âgées aujourd'hui qui meurent avant les dites personnes âgées. C'est un scandale absolu. Il y a 5 générations qui cohabitent. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a la génération qui arrive, celle qui vient. Comment on s'en occupe? Qui est-ce qui le fait? Si ce n'est pas les citoyens, si ce n'est pas cette nouvelle forme, au fond, de réelle économie sociale et solidaire qu'appelle Jérôme de ses voeux dans son livre, voilà, rien d'autre. Donc moi, je suis un peu énervé, en colère, parce que c'est ma nature, parce que je pense que les choses ne bougent comme ça. Si on veut faire construire la maison de retraite du futur, personne d'entre vous n'a envie d'aller dans une maison de retraite aujourd'hui. Il y en a plein des maisons de retraite. Qu'est-ce qu'on fait? Si on veut faire le collège de demain, c'est-à-dire avoir un lieu, une sorte de tiers-lieu de l'éducation, ouvert toute l'année, pendant les vacances scolaires, où il y a plein de gens qui discutent, qui se retrouvent. Si on veut faire du vraiment 100% local, faire en sorte qu'on sorte du cuisinier qui va vous dire « mais moi, je n'ai pas appris à cuisiner, maintenant j'assemble de la nourriture », du gestionnaire qui soit d'un collège, d'une maison de retraite ou d'un lycée qui vous dira « mais les marchés publics », et le directeur qui vient de changer à qui il faut raconter l'histoire. Si les citoyens ne mettent pas la pression, on ne saura pas faire. Voilà, c'est un peu ça que j'avais envie de dire. Merci Fabien Bazin pour cette intervention qui nous montre à la fois que si on en doutait que la pertinence de la collectivité départementale, la collectivité du social, la collectivité du lien, puisque souvent les départements sont sous le coup de diverses menaces, et puis la démonstration aussi que le local est politique quand on le décide. Je crois savoir que Madame la Ministre doit nous quitter. D'accord. Alors effectivement, on a complètement explosé le temps.
Alors, merci de rester avec nous jusqu'au bout pour terminer le tour de table avec, avec Benoît Hamon. Donc, Benoît, donc, on en parlait tout à l'heure, tu as dirigé la rédaction d'un ouvrage collectif qui a été publié récemment sur donc, par les éditions des Équateurs et la Confédération Générale des Scopes sur la citoyenneté économique. La citoyenneté économique peut-elle sauver l'avenir? Alors, on aimerait peut-être t'entendre sur la question de cette question d'entreprise et de démocratie, les entreprises à finalité démocratique, dont Jérôme parle dans son livre et dont auquel Anne Mollet faisait référence tout à l'heure. Et quel nouveau modèle d'entreprise demain pour contribuer à forger la démocratie partout, la démocratie jusqu'au bout. Bon, merci Jeanne. Je suis très heureux moi aussi d'être ici à l'occasion de la sortie du livre de Jérôme, que j'ai lu, qui est un... Comme je prends le... Non, mais c'était un peu le minimum quand même à faire. Et puis bon, en plus, je trouve que c'est intéressant qu'on pose un certain nombre de réflexions qu'on a depuis très très longtemps sur la place de l'économie sociale et solidaire, parce que en fait on a eu dans le débat au sein de l'ESS et à l'extérieur de l'ESS, avec ceux qui voulaient bien s'intéresser à l'avenir de ce secteur, un vieux débat qui consistait à dire face aux grandes questions sociales sur les inégalités, face aux grandes questions démocratiques et désormais face à la question écologique, est-ce qu'il faut que l'ESS submerge l'économie ou choisir une stratégie qui serait peut-être plus pragmatique, qui consisterait à contribuer à ce qui est plus de SS, mais faire en sorte que ceux qui ne sont pas dans l'ESS, désormais, assument des responsabilités plus fortes en matière écologique et sociale. C'est un peu le chemin qui est pris par la force des choses, et puis parce que je crois qu'on n'a plus beaucoup le temps, et que nous sommes, ce sera le seul moment peut-être un peu grave, mais nous sommes quand même dans un moment où, selon le GIEC, dans 3 ans, nous allons passer le cap au-delà duquel des phénomènes écologiques seront irréversibles. Jusqu'ici, on s'était habitués les uns et les autres à se dire « ça ne sert à rien qu'on fasse cela, parce que si les autres ne le font pas, ça n'aura pas d'impact. Et ça ne sert à rien de faire seul en France cette politique-là, parce qu'il faut qu'elle soit à minima européenne, ce sera encore mieux qu'elle soit globale. Mais là, même si on le fait tous ensemble, au-delà de 3 ans, on sait que les processus, quelle que soit la volonté des hommes, ou quel que soit le poids qu'ils veulent exercer sur le cours des choses, des phénomènes nous échapperont. Il relève du réchauffement climatique, il relève de l'effondrement de la biodiversité, des conséquences sur les pôles, des conséquences sur la submersion, etc. C'est quand même un sujet qui est assez vertigineux dès lors que les uns et les autres, on exerce des responsabilités à travers des entreprises, à travers des collectivités locales, à travers, comme c'est le cas de Madame la Ministre, des responsabilités gouvernementales, etc., etc. Donc, bon, on en est là. Quelles sont les solutions que nous avons à notre disposition? Il y a, me semble-t-il, en effet, le fait de dire qu'il est absolument indispensable, dans le champ économique, de nous intéresser à nouveau à la question de la propriété. C'est un sujet central qui a amené à ce qu'il y ait des débats entre les acteurs de l'ESS et les partisans des sociétés à mission. Moi, je n'oppose pas les unes aux autres, ça n'a aucun sens. Je vous dis, je pense que maintenant, il faut faire plus de SS et plus aussi de responsabilisation de l'économie classique, et qu'il faut essayer de concourir à ce que très vite, il y ait de la taxonomie sociale en Europe sur le modèle de la taxonomie verte, que sur les critères ESG, on aille de plus en plus loin, et donc que sur les reportings extra-financiers des entreprises, on aille toujours plus loin, et qu'en même temps, on ait plus de scopes, plus de mutuelles, etc., etc. Le fait est que si on pose la question de la démocratie, et est-ce qu'elle a maille à partir avec l'économie, est-ce que c'est intéressant qu'on en parle, ou sommes-nous dans un éternel oxymore et que l'économie ne pourra jamais être démocratique? Moi, il me semble aujourd'hui que confronté aux défis dont Fabien a parlé, et toutes les deux avaient parlé auparavant, il est absolument indispensable qu'on raisonne en termes démocratiques et à minima de délibération collective.
De quelle manière associons-nous les citoyens producteurs dans l'entreprise, les citoyens consommateurs dès lors qu'ils participent, qu'ils achètent tous les jours, les citoyens dans leur collectivité ou les citoyens dans une nation ou à l'échelle de l'Europe, comment nous les associons à des décisions qui sont des décisions centrales dès lors que ces décisions ont des impacts sur les grands équilibres écologiques, les grands équilibres sociaux, etc. etc. Et donc oui, moi j'ai eu la chance de travailler avec beaucoup d'autres à la question de ce que nous avons appelé la citoyenneté économique. Et je pense en effet que ce sujet de la délibération collective en entreprise est un sujet sur lequel nous devons avancer beaucoup plus fortement, ne serait-ce que pour commencer, les acteurs de l'ESS, commençons par eux, et une utilité qui aille bien au-delà de ce que sont leurs propres impacts socio-écologiques. Mon sentiment est que si on considère que la délibération collective nous aidera à faire face aux grands défis écolos notamment et sociaux, si on a besoin de cette délibération-là, il ne faut négliger aucun espace démocratique. Or, il existe dans l'économie des espaces démocratiques, ce sont ceux qu'ont constitué patiemment les entreprises de l'ESS depuis plus d'un siècle. Ces espaces démocratiques fonctionnent-ils bien? Souvent non. Mais cela suffit-il à passer outre le fait qu'ils existent? Et peut-on les négliger? Évidemment non. Et il me semble qu'il y a, pour commencer, à tenir le cap, et le livre de Jérôme le tient, d'une exigence extrêmement forte à l'égard des acteurs de l'ESS eux-mêmes, pour que ces espaces démocratiques soient protégés, pour que ces espaces de délibération collective continuent à fonctionner, parce qu'ils contribuent à la vitalité démocratique du pays tout court. Et je fais un tout petit point, je m'arrête une seconde là-dessus, c'est que nous avons ce mauvais réflexe dans la Ve République, dès lors qu'on parle de démocratie entre nous, de ne considérer que la démocratie ne concerne que nos institutions, à savoir est-ce qu'on garde un quinquennat, est-ce qu'on change le mode de scrutin aux élections législatives, comment est-ce qu'on réfléchit à la décentralisation, et bla, et bla, et bla, pour finalement ne considérer que la démocratie qu'à travers le fonctionnement des institutions démocratiques, gouvernementales et locales, et surtout qu'à travers souvent les élections elles-mêmes, qui ne sont qu'un temps de la démocratie. Et relisons tous ensemble des travaux de nombreux intellectuels sur la question de la démocratie, dont ceux de Rosan Vallon, qui reprochent, et à juste titre, aux institutions de la Ve République, et à la manière d'ailleurs dont nous débattons de la démocratie, notre immaturité, c'est-à-dire à ne considérer la démocratie qu'à travers l'élection, et à ne pas choisir la démocratie continue, à accepter la démocratie en pointillé, intermittente, là où justement l'économie sociale et solidaire, à travers les formes de délibération collective qu'elle propose dans un espace qui est celui de l'économie, me semble-t-il, a une proposition à faire à la nation, qui est de dire, voilà un champ dans lequel nous pouvons réfléchir à un approfondissement de la démocratie. Bien sûr, ça ne concerne pas forcément tel ou tel article de la Constitution. Bien sûr, ça ne concerne pas forcément tel ou tel aspect de la loi électorale sur les modes de scrutin, mais n'y a-t-il pas là un champ dans lequel nous pouvons réfléchir à la façon de s'accomplir comme citoyen, à la façon d'approfondir en quelque sorte la démocratie dans notre pays. Donc moi je crois dans la démocratie économique, je crois dans la citoyenneté économique, je crois dans l'ESS comme vecteur de cela, et je crois aussi que beaucoup d'entreprises peuvent être parfaitement hospitalière à ces formes de délibération collective, pour peu qu'à moyen et long terme, par ailleurs, on réfléchisse évidemment à la question du partage du pouvoir dans l'entreprise, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, dès lors que nous ne considérons pas que le pouvoir appartient en propre et seulement aux propriétaires de l'entreprise, réduisant finalement l'entreprise à ses actionnaires, voire à quelques-uns de ses dirigeants choisis par ses actionnaires, et ne considérant toutes les autres parties prenantes ou constituantes de l'entreprise, comme dit Berger d'ailleurs, c'est-à-dire les travailleurs, que comme des acteurs subalternes, secondaires de la décision stratégique et surtout des externalités sociales et écologiques de l'entreprise. Donc on a un enjeu, à mon avis, assez crucial à reprendre ce débat sur la question de la démocratie
aussi en entreprise, et à réfléchir, si on s'intéresse à la citoyenneté des individus, à la citoyenneté économique, comme finalement, non pas une zone vierge, parce qu'il y a déjà à travers l'ESS beaucoup de repères qui existent, beaucoup d'expériences qui peuvent être partagées, mais on a là un secteur, en tout cas un domaine dans lequel nous devons pousser à mes yeux la réflexion. Donc moi je ne serai pas beaucoup plus long sur ce sujet, sinon pour dire que cette question de la citoyenneté économique est à mon sens une occasion pour l'ESS de parler et de parler à la nation. Je crois vraiment que ce dont on a besoin, c'est pas tant que Jérôme Saddier écrive un livre, ni même le tome 2 de ce livre, c'est très utile, mais c'est que ce livre soit lu. Non, mais je le dis très simplement, parce que sinon, bon, voilà, on est entre nous, c'est sympa, mais la question c'est comment tout cela déborde-t-il ? Est-il intégré d'une manière ou d'une autre? Alors, je ne vais pas aller en l'audace de dire jusqu'au plus haut sommet de l'État, mais intègre-t-il des politiques publiques? Et comment est-ce que finalement on se dote d'une ambition durable, pérenne en matière de citoyenneté économique? Et comment est-ce que voilà, on a une stratégie à la fois de changement d'échelle de l'ESS et de responsabilisation des entreprises qui ne feraient pas le choix de l'ESS parce qu'elles seront toujours d'innombrables à ne pas le faire. Et même si, pour ce qui me concerne, j'ai pu être critique sur la loi Pacte, mais pas tellement sur... ou regretter que ça n'aille pas assez loin sur la partie qui concernait les entreprises à mission. Mais je le dis, et je l'ai même écrit, je pense que ça reste un progrès. Changer le code civil ou la définition d'entreprise dans le code civil, c'est un progrès, dès lors qu'on considère que le but des associés n'est pas simplement d'optimiser leurs seuls intérêts, mais de prendre en compte les impacts environnementaux et sociaux de l'activité de l'entreprise. Le fait que les entreprises se donnent d'une raison d'être, même si nous ne sommes pas dupes des stratégies de communication de quelques-unes d'entre elles, c'est toujours au mieux que l'absence de raison d'être. Et le fait qu'elles inscrivent cette raison d'être dans leur objet social pour se doter d'une mission pour laquelle elles acceptent d'être contrôlées, ça va encore plus loin, très bien. Maintenant, effectivement, il faut sans doute aller, mais c'est même pas sans doute, il faut aller beaucoup plus loin et avoir une stratégie pour les années à venir qui disent que seront les étapes suivantes. Donc, moi, je crois beaucoup dans le rôle de l'économie sociale et solidaire. Je pense qu'elle a un message, je pense qu'elle a un projet politique, et que ce projet politique, autour de la question de la délibération collective et de la démocratie, est au fond le vrai étendard de l'économie sociale et solidaire. C'est autour de cela que je crois qu'elle a la possibilité à la fois de fédérer ses familles, mais surtout d'être entendue et de parler à des millions de citoyens français qui aspirent aussi à l'intérieur de l'entreprise à pouvoir jouer un rôle, participer aux décisions du collectif auquel ils appartiennent, alors qu'ils sont sentis parfois trop souvent mis à l'écart, voire même interdits de pouvoir avoir voix au chapitre à l'intérieur de l'entreprise. Donc ça, c'est pour moi quelque chose de tout à fait important. Et puis après, viendra la question de savoir si on l'a fait assez vite et assez fort pour pouvoir répondre aux défis dont je parlais tout à l'heure. Je pense qu'on peut raisonnablement se dire que dans 3 ans, on n'arrivera pas à faire ce qu'on n'a pas réussi à faire en 40 ans. Et que la question se posera de savoir comment on mobilise cette fois-ci l'innovation, les moyens pour nous adapter à ce que seront les conséquences du réchauffement climatique. Ces conséquences, elles seront démographiques, elles seront écologiques, elles seront sociales, et elles promettent, pardon de le dire, en matière de dette que nous allons laisser aux générations futures, d'être assez sévèrement déficitaires du point de vue ou débitrices du point de vue de la responsabilité de notre génération vis-à-vis des générations futures. Et on se reparlera à ce moment-là de toutes les années où nous ne parlions que de la dette publique et d'une dette qui se rembourse d'ailleurs, tandis que nous ignorions la dette écologique, c'est-à-dire cette dette qui, elle, hélas, ne se rembourse pas.
Alors merci Benoît. Alors on a complètement explosé le temps qu'on avait envisagé, mais je pense que ce serait bien quand même qu'on puisse vous laisser la parole et vous laisser peut-être poser quelques questions, ce qui nous permettra ensuite d'entendre. Merci Madame la Ministre encore une fois. Merci. Donc de prendre quelques questions, ce qui permettra aux intervenants de répondre en quelques minutes et à Jérôme de conclure. Donc merci de vous présenter et de vous lancer. Si vous attendez le pot, il n'y a pas de pot en fait. Donc, posez vos questions. Christophe Fourel, ancien président de l'association des lecteurs d'Alternatives économiques. J'ai la chance d'être avec mes successeurs juste devant moi. Du coup, comme il y avait deux petites questions, deux cas concrets sur lesquels vous pouvez réagir. Moi, je trouve qu'il y a, par rapport à notre débat de ce soir, alors la ministre est partie, alors c'est un peu lâche de faire ce que je vais faire, mais il y a quand même deux fiascos récents sur lesquels j'aimerais avoir vos réactions. Fabien Bazin en a un petit peu parlé, où on fait allusion, c'est le scandale Orpea, là, sur lequel, à mon avis, il y a quand même un vrai sujet pour l'ESS. J'ai entendu le concurrent, ou la concurrente plus exactement d'Orpea, Corian, Madame Sophie Boissard, tout de suite s'engager dans le débat en disant « nous sommes prêts, nous, Corian, à devenir entreprise de mission ». Donc c'était, d'une certaine manière, c'était la solution qu'elle proposait. Donc du coup, j'aimerais bien avoir vos réactions par rapport à ce qui s'est passé, et ce qui se passe encore d'ailleurs, hein, parce que c'est encore un sujet qui est vraiment sur la table, cette affaire. Le deuxième fiasco, pour moi, c'est la conférence citoyenne pour le climat. Je pense que l'outil de la conférence citoyenne, c'était un outil justement plein de promesses sur le plan démocratique, pour prolonger les propos de Benoît Hamon à l'instant. J'avais presque envie de dire, en prolongement à ce que disait Benoît à l'instant, est-ce qu'il ne faudrait pas organiser une conférence citoyenne sur la propriété dans l'entreprise? D'une certaine manière, ce serait un beau sujet justement de débat et de positionnement des citoyens par rapport à leur vie économique, mais du coup, j'ose pas faire cette proposition tellement le truc a été gâché, quoi. Enfin, je veux dire, sur la conférence citoyenne, il y a quand même quelque chose qui s'est passé qui est un peu dommageable, enfin, qui aura des dommages collatéraux, comme on dit. Voilà. Donc, il n'y a pas vraiment de questions, mais simplement des réactions sur ces deux sujets qui, à mon avis, sont au cœur du débat, des débats qu'on vient d'aborder. Pardon. Merci. Alors, on va peut-être prendre d'un coup une salle de questions, une unique salle de questions, et puis ensuite, on laissera nos intervenants réagir. Bonjour, donc Naïri Naapétian d'Alternatives économiques. C'est dommage qu'Olivia Grégoire soit partie, mais j'aimerais quand même savoir ce que vous attendez d'un futur ministère de l'ESS. Et aussi une question sur les entreprises à mission. Plusieurs entreprises de l'ESS sont des entreprises à mission. Qu'est-ce que ça a changé pour elles? Est-ce qu'elles ont une plus-value par rapport aux autres? Concrètement, comment ça se passe? Voilà, une dernière question. Oui, bonjour, Pascal Quay, moi je suis en charge des relations SS groupe La Poste. En fait, j'ai une question. Vous avez beaucoup parlé ce soir d'un côté en fait des entreprises qui évoluent vers l'entreprise à mission, c'est notre cas, et de l'autre côté également des acteurs de l'ESS avec évidemment les évolutions qui leur sont propres. Mais finalement, est-ce que le sujet des alliances dans les territoires entre ces deux mondes n'est pas aussi une voie d'avenir pour répondre aux enjeux sociétaux et environnementaux en lien bien sûr avec les politiques publiques des collectivités locales? Voilà, alors peut-être là-dessus, je vais passer la parole à Fabien Bazin pour voilà, la question de la gestion des intéressés et des établissements médico-sociaux, peut-être.
Oui, sur Orphea, tout le monde sait bien que tout le monde savait depuis des années et que tout le monde s'étonne parce qu'il y a un papier dans Libé, un bon livre qui sort d'enquête. C'est le drame de la question du grand âge dans notre pays. C'est un truc qui est quand même de dingue. Il y a encore quelques dizaines d'années, les gens s'endormaient, on mourait à la maison. C'est aussi un sujet qui est quand même important. On parle ni d'amour ni de sexe. Quand on parle des vieux, on ne sait plus parler de tout ça, quoi. Donc c'est probablement le point le plus saillant. Moi, ce que je voudrais rappeler, alors je ne sais plus de quel pays d'Europe du Nord il s'agit, mais comme souvent, ils sont assez brillants sur ces questions-là. Ce qu'ils font faire, ils proposent plus exactement que dès qu'on est majeur, on cotise. On adhère plus exactement à une association dont la mission est justement de travailler sur la question du grand âge. Et théoriquement, alors, je ne suis pas un grand spécialiste de ces pays d'Europe du Nord, mais théoriquement, ça évite des effets Orphea. Parce qu'à partir du moment où, dès le plus jeune âge, ou dès l'entrée dans la majorité, on prend conscience qu'un des sujets de notre vie, c'est quand même la faim, et que ça passe très vite. Alors, plus on est vieux, plus on sait que ça passe très vite. Je me rends compte aussi moi-même maintenant. Et plus on prend en considération que c'est encore une fois un sujet qui intéresse aujourd'hui 5 voire 6 générations. C'est monstrueux. Je crois que Attali et Amézème disaient l'être humain qui va vivre 500 ans ou 1000 ans, enfin ils ne disaient pas la même chose tous les deux, est déjà né. C'est un truc de malade. Et c'est un sujet dont on ne parle jamais. On peut, Orphea, je suis persuadé, ils avaient une responsabilité sociale de l'entreprise, ils devaient faire des chèques à tout va. On voit bien que ça ne règle rien. Il suffit de rentrer dans un dispositif, dans un silo, pour au fond s'acheter une bonne conscience et ne pas traiter véritablement les problèmes. Donc voilà, moi ce que je dis, c'est prenons exemple sur ces pays où on prend conscience que l'âge est un sujet majeur pour nous tous, compris pour nos propres générations ou pour celles qui sont en train d'arriver juste derrière, parce qu'il va falloir financer les études des uns et des autres, donner le coup de pouce, le coup de main, trouver le logement qui va bien. Enfin, c'est sans fin, c'est un projet de vie en fait, la vieillesse et apprendre à vieillir. Puis je peux pas m'en empêcher, pardon, mais j'anticipe sur le monsieur de la Poste qui est ESS. Je vous raconte quand même une histoire. Moi, je reçois dans le département votre président Philippe Val, il y a quelques mois maintenant, qui va découvrir qui va visiter un centre de tri numérique qui va fermer 3 semaines après son passage. 3 semaines après. Je suis en contact avec votre directeur des collectivités locales qui ne sait toujours pas traiter les 5 personnes qui sont en plus en situation de handicap et qui sont baladées d'un service à l'autre. Enfin, c'est les histoires de promotion canapé, vous savez, les films où on fantasme l'histoire de la Poste. Et là, ces gens sont complètement à côté. J'obtiens du président de la Poste que on revisite les bureaux dont le volume horaire, comme traditionnellement, a été refermé. Sur le terrain, ils font le contraire. Et j'apprends qu'aujourd'hui, par exemple, il y avait 2 facteurs dans ma commune, on ne devait pas y toucher à rien. Ils sont aujourd'hui envoyés dans la commune d'à côté. Ce que je veux dire par là, c'est que vous faites sûrement formidablement bien votre travail, et c'est chouette que vous soyez là, et c'est super, mais il y a un moment, c'est ce que j'essaye de dire depuis tout à l'heure, où il y a une forme on se donne des cautions en disant voilà, ça y est, nous on fait de l'ESS, nous on est dans le truc, on est dans le machin, et puis au final on fait pas. Et c'est ça, moi, qui me fait extrêmement peur et qui me dit qu'il faut pour qu'on aille au-delà de la caution et à parler de contrôle citoyen, notamment des entreprises, ça me fait penser, comment ça s'appelle, au conseil de la vie de l'établissement dans une maison de retraite. Vous avez un truc qui se réunit une fois par an où il y a un représentant des résidents, un représentant des familles, et on a l'impression que voilà, tous les problèmes sont réglés, alors qu'en fait ils vont systématiquement sous le tapis, et qu'il faut sortir de cette bonne conscience si on veut vraiment répondre aux défis. Benoît le disait, c'est probablement trop tard pour le climat, mais il y en a plein d'autres qu'on peut peut-être régler maintenant, pour peu qu'on ne se voile pas la face. Pardon d'être un peu brutal. Oui, alors je passe la parole à Noël. Je sais que vous vouliez réagir sur Orphea et puis sur la question sur et je vais faire les sociétés à mission. Ne vous inquiétez pas. Orphea, bon, il fallait que ça sorte, et c'est un mal pour un bien que ça sorte, et si ça entraîne un changement modèle dans les EHPAD, tant mieux. Mais voilà, par rapport à la question RSE, Orphea, globalement, Orphea classé 5e par Vigeo sur des critères RSE. On est sur des pratiques
Qu'est-ce que regardent justement ces indicateurs RSE? On est sur les pratiques responsables. Les pratiques responsables qui sont à peu près les mêmes, c'est des critères qui sont les mêmes pour toutes les entreprises et qui ne viennent pas interroger la singularité de l'entreprise. Peut-être que sûrement que Orpea était très bon en termes de performance énergétique de ses bâtiments. Bien, soit. Sauf que ça ne touche pas le cœur de métier de l'Orpea. Et globalement, c'est là qu'on voit une complémentarité entre des démarches RSE qui adressent les pratiques responsables et les démarches de mission qui viennent interroger l'utilité de l'entreprise et le cœur de métier et les enjeux du secteur. Globalement, Orpea aurait été société à mission, et je ne dis pas que c'est la solution à tout, et je l'ai dit à Corian d'ailleurs, il faut qu'il fasse le ménage avant, ça n'exclut pas le contrôle de l'État, les contrôles d'État, etc., etc. On est bien d'accord. Mais une entreprise, une structure d'EHPAD qui aurait une mission, globalement, le cœur de la mission devrait être, entre guillemets, le prendre soin. À la fois le prendre soin des résidents et le prendre soin du personnel. On voit souvent une symétrie des attentions, avec des objectifs qui sont liés à ça. Donc, le cœur d'activité. Et là, on voit bien la complémentarité entre les deux, entre des critères RSE qui sont les mêmes pour toutes les entreprises, qui viennent interroger les pratiques, et des critères et la démarche de mission qui vient interroger la singularité de l'entreprise et la réponse aux enjeux du secteur. Une mission qui ne serait pas liée à l'activité, d'ailleurs c'est dans la loi, ne serait pas une mission qui répondrait, qui serait légale. Donc voilà, donc c'est en ça que je voulais vous répondre. Et bien entendu, ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Attention. C'est pas ce que je dis, c'est pas la réponse à tout. Et ce que j'ai pu dire aussi, parce que je les ai eus au téléphone, tous ces secteurs d'EHPAD, et le syndicat des EHPAD aussi, c'est de leur dire qu'une démarche de mission, ça prend entre 6 mois et 18 mois, plutôt 18 mois pour eux. C'est une démarche qui prend du temps. Sans ça, ça ne sert à rien, autant ne rien faire, et ça ne sert à rien non plus de le faire dans son bureau. Et notamment pour le secteur des EHPAD, il est essentiel d'intégrer dans la conception et la formalisation de la mission, donc de la raison d'être et des objectifs, les parties constituantes de l'entreprise, et j'aurais dit, et pas seulement les médecins, le personnel, les aides-soignantes, etc., etc., et aussi les associations des familles, etc. Enfin, voilà. Et globalement, c'est tout cet écosystème-là qui va pouvoir travailler sur la mission de l'entreprise en fonction des enjeux propres à l'entreprise. Donc voilà, c'était ma première réponse sur les EHPAD. J'espère que j'ai répondu à votre question. Mais encore une fois, on est sur une démarche de progrès et ce n'est pas la réponse à tout. Alors, merci Anne Mollet. Avant de passer la parole à Jérôme pour peut-être donner son sentiment sur la question du futur ministère de l'ESS, s'il y en a un, et puis pour conclure la soirée, peut-être Benoît sur la question de la conférence citoyenne sur la démocratie dans l'entreprise. Sur la propriété. Alors, je pense que ce sera la dernière conférence citoyenne qu'organisera Macron, si je peux me permettre. Je pense que dans l'ordre, ce sera pas celle-là qui fera en premier, en tout cas. Si on est honnête, et si on regarde, d'ailleurs, y compris ce qu'il pense, et c'est parfaitement respectable, et on a le droit de ne pas penser comme lui, d'ailleurs. Mais bon. Non, mais quelques commentaires. Ce qui est désastreux sur Orpea, c'est que on fait comme si, pas nous en l'occurrence, mais on découvrait ce qu'on sait depuis très longtemps. Moi, pour avoir largement nourri mon projet en 2017 de cette question-là, et y compris des formes que devaient prendre les entreprises qui prennent en charge les personnes âgées, et il y a certains secteurs où nous devrions bannir la lucrativité. Me semble-t-il, ce serait une manière de retrouver une vraie mission de service public dans certains domaines, même si ce ne seraient pas des services publics ou des prolongements d'une municipalité, d'un département, mais des entreprises de l'ESS, par exemple, qui structureraient un certain nombre de secteurs. Il me semble que dans matière de grand âge, on devrait réfléchir, ça peut être demain, à ce qu'on pose un certain nombre de frontières, à des intervenants du secteur privé, en l'occurrence des entreprises de l'ESS, capables d'innovation sociale, capables d'intervenir au plus près, en l'occurrence là, de résidents, en lien avec des politiques publiques, mais bannissons la recherche d'un bénéfice au sens de gain d'argent
d'un certain nombre de secteurs. Et je crois que là, il y a sans doute aussi une piste pour la réflexion des responsables politiques que d'imaginer que ce fameux tiers secteur, cette zone un peu grise dans laquelle évolue l'ESS, demain, il nous appartienne de dire où considérons-nous que doivent être posées les frontières entre tel et tel secteur où nous trouvons parfaitement normal qu'on puisse gagner de l'argent et d'autres domaines où nous pensons que le fait de gagner de l'argent peut se traduire à la fin par une dégradation du service rendu aux personnes. Je pense que les EHPAD sont un des secteurs pour lesquels nous devrions réfléchir à cette évolution de la législation. Après, bon, Orpea, j'oublie parce que vraiment, je le dis, ça fait longtemps qu'on le connaît. Juste la remarque que vous avez faite, je disais à Jérôme, en fait, si on part de La Poste, par exemple, ou du groupe La Poste, et de son alliance avec les acteurs de l'ESS, en fait, cette alliance, avant, ça s'appelait service public. C'est qu'on n'avait pas besoin d'imaginer des alliances entre acteurs de l'ESS et grandes entreprises comme la vôtre, parce qu'en fait, c'était un service public. Et que ce service public rendait honorablement, en tout cas assurait honorablement, me semble-t-il, sa mission. Que les choses ont évolué, c'est pas, m'appartient pas, je ne vais pas rentrer dans le pourquoi du comment et le juger, mais qu'en tout cas, il faut que, et c'est là la tâche à laquelle on doit s'atteler, là où le service public n'existe plus, savoir où nous voulons le reconstituer ou le restaurer. Et moi, je le dis, le débat sur l'ESS ne me suffit pas quand il apparaît que l'ESS serait la solution pour remplacer ce qui était hier un service public et que l'ESS ne parviendra pas à remplacer. Il faut arrêter de se raconter des histoires. Ni même le privé lucratif allié au privé non lucratif. D'abord, nous n'arriverons pas, en tout cas je dis nous collectivement, mais je le vois en tant que dirigeant d'une ONG qui est 100% non lucrative, qui prend en charge l'inclusion des personnes réfugiées. Ah ben, je peux vous dire que je peux faire ce que je veux avec L'Oréal, parce que c'est ce qu'on fait pour faciliter l'inclusion par l'hébergement citoyen. Ça ne remplacera pas, à un moment, des missions qui sont des missions qui doivent relever des politiques publiques. Ça, donc, je le dis, je l'affirme, mais je l'expérimente aujourd'hui. Et donc, on doit nous dire, première chose, et l'ESS doit le dire aussi, il est des domaines où ce que nous appelons, c'est pas forcément plus de ESS, mais plus de puissance publique, d'ailleurs, qu'elle s'exerce à travers des autorités locales, départementales ou l'État. Et puis d'autres domaines où, effectivement, on doit réfléchir à la façon dont on construit des activités, j'évoquais le grand âge, ou en tout cas les maisons de retraite, mais on construit des activités assises sur des partenariats, des coalitions d'acteurs qui peuvent être publics, privés, lucratifs, non lucratifs, et avec des objectifs que l'on s'assigne pour à la fois tempérer l'économie, la ralentir, la civiliser et surtout améliorer l'accès à des services d'intérêt général pour nos concitoyens, là où pour se soigner, pour se déplacer, et que sais-je encore, beaucoup d'entre eux aujourd'hui sont parfaitement démunis. Et ça, c'est un vrai débat intéressant. Mais à mon avis, pour qu'on l'ait, il faut qu'il soit précédé par une discussion toute simple entre nous. C'est dans quel domaine considérons-nous que finalement nous devons mettre les individus consommateurs ou producteurs à l'abri parfois des logiques qui sont celles, non pas du marché, parce que les acteurs privés non lucratifs sont dans le marché, mais à l'abri des logiques qui sont des logiques purement financières ou de gains financiers, de gains d'argent. Ça, c'est un beau débat. Ça, c'est une belle discussion, normalement qu'on devrait avoir à chaque élection présidentielle, surtout quand on prétend que le président de la République peut tout. Donc voilà des débats qui seraient intéressants. Et qui seraient intéressants parce que ça ouvre des champs considérables de conquête et de développement pour l'ESS. Et je vais prendre un exemple, et j'arrête là, les crypto-monnaies. Où est l'ESS dans les crypto-monnaies? Pourquoi pas? Il y en a un peu, hein, parce que là où il y a un nouveau champ de développement du capitalisme, il y a toujours la contre-réponse, toujours minoritaire hélas, mais de l'économie sociale. Mais voilà un beau débat, ou en tout cas un beau champ de développement pour demain, en tout cas des formes coopératives et d'ESS, d'entreprises qui pourraient nous aider à structurer un service, une offre utile à nos concitoyens. Merci Benoît.
pour conclure, si on peut Oui, conclure. je vais pas abuser de votre temps parce que je pense qu'il est tard et comme vous êtes vraiment déçus qu'il n'y ait pas un pot à peu près autant que moi, ça c'est la faute des organisateurs, mais bon. Bon, merci pour ces échanges. C'est un peu chamaillé un petit peu en loose day là, sur ma droite là pour le coup, mais oui, non, non, c'est tout à fait civil. Écoutez, j'aurais plein de choses à dire après tout ça. D'abord sur ce qui vient de nous animer suite aux questions qui ont été posées. Moi, je pense qu'il est possible de faire des alliances entre différents types d'acteurs, d'autant plus que je pense que le service public n'est aujourd'hui plus en mesure de définir tout seul ce que c'est que l'intérêt général et la façon dont il va remplir ses missions. Voilà. C'est à certains égards assez triste, de mon point de vue. Je ne suis pas nostalgique d'une autre époque, mais vu l'état de désertification, pas pour les déserts médicaux je dis ça, mais vu le recul des services publics sur un grand nombre d'activités dans un grand nombre de territoires, je pense que la reconquête ne va pas passer de toute façon par des grandes politiques nationales qui en remettent des milliers de fonctionnaires sur le terrain pour faire des politiques publiques. Je ne pense pas que ça va se passer comme ça, à vrai dire. Et puis d'ailleurs, on aura un sujet préalable, ce serait quels sont les objectifs d'intérêt général qu'on veut poursuivre. Et je pense que c'est là que notre questionnement politique doit aller pour demain. Et c'est Benoît qui nous encourage. C'est quelles sont finalement nos orientations. Est-ce que à certains égards ou à certains endroits, il faut maintenant remettre des lignes claires entre ce qui doit être d'intérêt général et ce qui ne l'est pas. Et ce qui est d'intérêt général doit être forcément non lucratif. Et ce qui ne l'est pas, bah, il fait sa vie, etc. Moi, il m'arrive d'être binaire pour le coup. Là où l'argent commande, on est dans le lucratif, on n'est pas dans l'intérêt général. Là où l'argent ne commande pas, où c'est la mission, l'objet social qui commande, là on est dans une autre dimension où il est permis, pour le coup, de construire de l'intérêt général, à mon avis, rarement tout seul. Et c'est là qu'on a besoin d'une interlocution entre les acteurs du monde non lucratif et de l'économie sociale et solidaire. Ça répond en partie à la question d'un Iris, ce que moi j'attends d'un ministère, c'est qu'ils comprennent cette ligne de partage des eaux. Voilà. Et qu'on a besoin d'une interlocution pour parler de ces sujets-là. Qu'est-ce qu'on veut vraiment exclure de la sphère marchande et quels moyens on se donne pour y parvenir, considérant que seuls les services publics n'y suffiront pas. Voilà. Et ça, on sait bien qu'on va devoir reconstruire des choses. Et il nous faut des interlocuteurs pour pouvoir y penser, pour pouvoir planifier les choses. Ça, c'est redevenu maintenant un sujet à la mode. On verra jusqu'où ça nous emmènera. Dans cette façon de voir les choses, moins que jamais, à mon sens, l'ESS peut être un supplétif de qui que ce soit. Ce sera peut-être un acteur de politique d'intérêt général, et parfois, ce sera une actrice plutôt d'ailleurs, de politique qu'elle aura elle-même décidé. Et quand moi j'appelle l'ESS à faire des choses un peu plus grandes que ce qu'elle est, c'est se réinterroger sur les motivations qui ont été celles de ceux qui ont fondé des entreprises qui se définissaient même pas comme de l'ESS, ça va dire au départ. Mais lorsqu'il s'est agi de répondre à des besoins qui étaient non satisfaits, notamment évidemment dans le domaine de la protection sociale, personne ne s'est vraiment demandé s'il serait complémentaire de l'État, s'il aurait un jour une subvention de l'État, même si certains ont dû essayer sans doute à l'époque, mais fort heureusement que ceux qui ont fondé ces organisations et les prestations qui allaient avec ont décidé de faire les choses avant de savoir si l'État serait d'accord. Je pense qu'il y a des chantiers aujourd'hui très importants dans notre pays qui ont besoin d'être pris en charge avec de l'imagination, beaucoup de courage, de l'énergie, de l'argent sans doute également, et c'est à ça que je pense qu'il faut aujourd'hui s'atteler. Donc tout ça pour dire que moi j'attends pas tout d'un ministère en charge de l'économie sociale et solidaire. Je leur ai dit, Olivier Grégoire, si elle avait été là par ailleurs. Je ne demande pas non plus qu'on se désintéresse de nous, accessoirement. Je pense qu'il y a besoin de favoriser le développement de l'économie sociale et solidaire parce que, comme Olivier Grégoire le disait, il y a un petit problème de porte d'entrée et de connaissance de ce que sont les différents réseaux de l'économie sociale qui peuvent exister sur les territoires. Donc évidemment, faut le soutenir. Le sujet, à mon avis, capital qui était évoqué, c'est effectivement la question de la propriété de l'entreprise et ce qui nous permet de dépasser le seul sujet de l'économie sociale et solidaire. Pour être honnête, je suis à peu près aussi intéressable sur les qualités de l'ESS que sur les défauts de l'ESS. Parce qu'il y en a aussi quelques-uns, à vrai dire. Et le fait est quand même qu'il me semble qu'il y a un point commun finalement, ça c'est pour choquer quelques-uns, mais entre les structures de l'économie sociale et solidaire et les structures capitalistes, c'est que dans les deux, finalement, ce sont ceux qui apportent le pognon qui décident. Y compris dans l'ESS, ça veut dire. Alors certes, on modère ça en disant que tout le monde a une seule voix, parce qu'il faut respecter l'effort des sociétés de personnes, mais à vrai dire, ceux qui décident des entreprises de l'ESS, c'est aussi ceux qui apportent le pognon.
Alors, ce sont des adhérents, des sociétaires, etc. Mais ce sont eux aussi qui décident. Et à vrai dire, le chemin pour faire entendre la voix des salariés de l'entreprise de l'ESS, il a été un peu compliqué. Et à vrai dire, il a fallu attendre la loi Pacte pour que ce soit le cas dans les mutuelles, on va dire, qui jusqu'ici s'y opposaient. Et dans certaines que je connais très bien par ailleurs. Donc le chemin, il est aussi long dans les entreprises de l'ESS pour faire en sorte que l'entreprise soit conçue différemment et qu'on sorte d'une conception strictement patrimoniale. Mais moi, ce qui peut parfois m'opposer à certaines start-up de l'ESS, sociétés à mission ou pas d'ailleurs, la plupart du temps, se définissent plutôt comme des entreprises à impact. Moi, ce que je leur demande, c'est, au bout du bout, qui va décider dans ta boîte? Donc, j'ai compris que ce ne sont pas des adhérents et des sociétaires. OK. J'ai compris aussi que ce ne sont pas des salariés, parce que vu l'inexistence du dialogue social et de structures représentatives dans ta boîte, ce sont sans doute pas non plus les salariés. J'ai compris qu'en tant que fondateur et guide suprême de ton entreprise, tu avais sans doute la voix au chapitre, mais demain, qu'est-ce qui va se passer quand tu ne seras plus là, en fait? Qui va décider de l'avenir de ta boîte? Sans doute pas tes héritiers, parce qu'à mon avis, tu es trop jeune pour en avoir. Donc, a priori, j'ai la petite intuition que ce sera les apporteurs de capitaux. Voilà. Et la question pour ces entreprises, c'est de savoir comment elles vont inscrire leur pérennité d'entreprise dans le temps. Je dis au fondateur de Slip Français il n'y a pas très très longtemps, il n'y a aucune allusion par rapport à la marque, hein, mais qui vantait son modèle entrepreneurial, etc. Je dis oui, d'accord, certes, mais beaucoup de mutuelles que je connais bien, finalement, ne sont que des startups qui ont réussi. Mais elles n'ont pas réussi à n'importe quelle condition, parce qu'elles ont fait en sorte que l'avenir de l'entreprise soit déconnecté du statut de son dirigeant. Et je pense que c'est ce qui fait la vraie différence entre les entreprises de l'ESS et les autres. Ça peut être parfois un frein aussi. Voilà, faut se le dire clairement. Et que quand il faut engager des grands tournants stratégiques ou emmener des entreprises de l'ESS vers des nouveaux sujets, ou à travailler avec d'autres sur des terrains inconnus, eh ben, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Et c'est ce qu'il faut peut-être qu'on arrive à déverrouiller. Donc le sujet de la propriété de l'entreprise, évidemment, est, à mon sens, fondamental. Sur l'affaire d'Orpea, beaucoup a été dit, mais moi je pense que fondamentalement, au-delà de la question de ce qui est lucratif ou pas doit être déterminé, mais on est quand même d'abord devant la faillite du contrôle de l'État. C'est quand même surtout ça le sujet, en fait, à vrai dire. Il y a quand même des fonctionnaires très très compétents par ailleurs qui ont été chargés pendant des années de veiller à ce que l'allocation de l'État sur le prix de journée, etc., soit bien utilisés et qui, de fait, n'ont pas fait leur boulot. Ou alors, n'ont pas voulu voir. Je ne sais pas exactement comment il faut le comprendre. Ou se sont tais, ou n'ont pas été suivis, effectivement, derrière. Non, là où je pense qu'il y a un sujet supplémentaire, mais je crois que c'est Anne qui en a parlé, je ne sais plus, c'est qu'il était, pour le coup, totalement, enfin, à minima paradoxal, sans doute plutôt scandaleux, que par ailleurs ce type d'entreprise puisse bénéficier d'une excellente notation sociale. Je le dis, dans le monde de la finance dite responsable, il y en a quelques-uns quand même qui sont bien tombés dans le panneau, et j'en connais quelques-uns intimement. Donc, parce que le référentiel est largement insuffisant, parce qu'il n'interroge pas la façon de faire les choses. Et là aussi, on a un sujet de différenciation entre l'ESS et les autres types d'entreprises. On ne s'intéresse pas seulement aux résultats, au type de performance, on s'intéresse à la façon dont on fait les choses. Encore une fois, avec des défauts, tout ce qu'on veut, etc. Hein, mais le vrai référentiel de l'ESS, il est là-dedans, dans la façon de faire les choses. Et pour demain, je pense qu'on a un enjeu qui est de démontrer, par des indicateurs objectivés, objectivables, démontrables, tout ce qu'on veut, etc., que le type de performance qu'incarne l'ESS est différent d'un autre type de performance. Ce n'est pas pour apporter un jugement de valeur de type moral, parce que moi, en plus, ce registre-là, j'en ai ras-le-bol. Moi, le statut n'est pas vertu, etc. Ça me gonfle. J'ai jamais demandé d'être vertueux, on m'a demandé d'être cohérent entre ce que je dis et ce que je fais. Ça me semble déjà largement suffisant pour l'ESS, voire pour les autres. Déjà ça serait déjà pas mal si on le faisait. Quant à être vertueux au nom de principes supérieurs, là je pense qu'on touche à autre chose. Et pour la vertu, il y a des professeurs, il y a des ligues, des maisons même, il paraît. Donc, oh si, on en voit de plus en plus des ligues de vertu là pour le coup en ce moment. Donc je pense qu'on n'est pas tout à fait dans ce registre-là. Dernier point que je voulais évoquer, et puis après vraiment je vous laisse. Là, pour le coup, ça me terrifie un peu parce que, enfin, non pas ce qu'a dit Benoît, mais il a raison de rappeler le rapport du GIEC et les échéances qui sont devant nous. C'est comment on peut arriver, par rapport aux enjeux qui sont devant nous, à réconcilier l'urgence, qui apparaît très clairement sur les sujets climatiques, mais il y en a d'autres qui sont urgents par ailleurs, dans les dimensions sociales, territoriales, etc., avec la gestion du temps
de la décision, qu'elle soit publique, ou de la décision dans le monde économique et entrepreneurial. Et là, on va avoir un sujet, et je pense notamment à ce qu'on appelle avec des guillemets la génération climat, l'urgence, l'impatience qu'elle manifeste en fait vis-à-vis de tout ce qui existe, va devoir néanmoins trouver sa place dans nos organisations. Je ne parle pas de la politique, je mets ce registre à côté, mais dans les organisations de la société civile, que ce soit des organisations syndicales, que ce soit des entreprises de l'économie sociale ou pas, il va falloir qu'on sache accueillir cette forme de radicalité et d'urgence. Parce que c'est le moteur de l'action. Et on aurait bien tort de nier le moteur de l'action. Parce que c'est comme demain là-dessus qu'il va falloir quand même s'appuyer. Bien sûr, souvent, les jeunes se calment un peu quand ils deviennent un peu plus vieux. Ici, il y a beaucoup d'anciens jeunes qui ont été beaucoup plus énervés auparavant. Enfin, sans doute, hein, je fais une supposition. Voilà. J'imagine, vous ne vous sentez pas trop visé non plus. Mais c'est une loi assez biologique de considérer que parfois jeunesse se passe et se tasse un peu en termes de radicalité. Voilà. Néanmoins, François Mitterrand disait qu'il ne fallait jamais décevoir la jeunesse ou contrarier la jeunesse, je ne sais plus. Et je crois que dans le monde économique dans lequel on évolue et auquel on se prépare par ailleurs, on ne peut pas faire comme si ce n'était pas fondamental de les accueillir, de les entendre et de prendre cette radicalité, même si elle ne fait pas plaisir, même si on ne sait pas comment faire, il va bien falloir les accueillir. Mais pour autant, il faut aussi accepter de gérer les choses dans le temps long. Aucune urgence, quelle qu'elle soit aujourd'hui, ne va pouvoir se gérer sans considération du temps long par ailleurs. Parce qu'il ne s'agit pas de prendre des engagements à la légère, déjà pour commencer, parce que la masse de moyens qu'il faut y consacrer va nécessiter des efforts là aussi dans le temps et supportables dans le temps. Donc il faut aussi faire accepter le fait qu'il faudra faire des efforts pendant des années, que ce soit de la dette, tout ce qu'on veut, etc. Et puis faire en sorte que les projets soient inscrits dans la pérennité, d'où l'intérêt que ce soit porté aussi par des organisations de la société civile qui assument leur durabilité, leur pérennité politique. Voilà. Et pas simplement avec une vision à courte vue, qu'elle soit d'ailleurs pétrie de bonnes intentions ou pas. Voilà, merci beaucoup de votre présence ce soir. Merci. Merci Jérôme. Merci Anne Mollet, merci Benoît Hamon, merci Fabien Bazin, merci beaucoup Jérôme. Il me reste 2-3 petites choses à vous dire. D'abord que vous avez une table derrière vous sur laquelle vous pouvez retrouver l'ouvrage de Jérôme et d'autres ouvrages de la même collection, les Petits Matins. Vous signalez aussi que le débat a été enregistré et qu'il sera disponible en diffusion à partir de la semaine prochaine. Et puis un dernier mot de remerciement pour les organisateurs qui ont œuvré, même sans pot, à faire en sorte que ce soirée soit possible. Le labo de l'ESS, les Petits Matins, ESS France bien sûr, et l'association des lecteurs d'Alternatives économiques dont son vénérable président Timothée Duverger et Aurélie, et puis bien sûr le musée social CEDIAS qui nous a accueillis ce soir. Merci beaucoup.